Bonjour à tous. Je suis spécialement content d'être là aujourd'hui. J'ai assez l'habitude de faire ce genre de conférences un petit peu partout dans le monde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial. Déjà parce que c'est la première fois que je viens à Laval. Et vous savez peut-être que pour nous en France, quand on parle de l'université Laval, il y a une espèce de mythe autour de ça. On disait il faut absolument que vous alliez au moins une fois dans votre carrière d'universitaire à visiter l'université Laval. Donc ça y est, c'est fait. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est un projet ou un pré-projet qu'on avait depuis un petit bout de temps avec Lubna Gauti. On s'était rencontrés tous les deux il y a un peu plus d'un an maintenant parce qu'en fait, j'intervenais sur la même thématique en France à un congrès annuel qui est organisé par l'Association des directeurs de bibliothèques universitaires. Et en fait, j'avais fait une version un petit peu réduite de ce que vous allez voir ce matin. Et Lubna m'avait attrapé à l'issue de ma conférence en me disant qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble parce qu'il y a beaucoup de projets à Laval qui se développent autour de la rénovation de la bibliothèque. Et effectivement, c'est une collaboration qu'on a entamée il y a maintenant quelques mois. On avait fait des choses à distance, on a fait des choses à Paris autour d'un thé, et aujourd'hui, enfin, ça se fait à Laval. Donc, je suis très, très content. Donc, Lubna, merci d'avoir organisé tout ça. Chantal, grand plaisir d'être là, en tout cas pour moi. Alors, et puis je suis content parce que je peux la faire en français aujourd'hui, parce que je commençais à avoir une espèce de schizophrénie, parce que j'ai fait cette conférence en demi-japonais il y a 15 jours, en anglais hier et aujourd'hui en français, donc c'est bien, je reviens aux sources. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a pas mal de temps ce matin pour discuter, puisque je crois qu'on est sur un créneau de 2 heures, ce qui nous va laisser le temps d'aller un petit peu en profondeur sur le sujet. Alors, effectivement, juste pour repositionner les choses, Chantal a déjà dit beaucoup de choses me concernant, mais juste pour vous repositionner, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Learning Spaces. Donc, effectivement, mon poste principal, c'est toujours d'être directeur de programme dans un consortium interuniversitaire en France, en Île-de-France, donc en région parisienne, que j'avais monté il y a quelques années, il y a à peu près 15 ans maintenant. Mon collègue ami Didier Paclin, qui officie chez vous, avait fait la même chose dans sa région à l'époque. Alors, c'est un consortium qui rassemble à peu près 25 universités maintenant, qui, au-delà, je dirais, de le caractère un petit peu managérial transversal, moi, il y a une thématique à laquelle je m'étais attaché assez rapidement là-dessus, qui était la formation des personnels au numérique. Puisque la vocation de ce consortium, c'est de mutualiser beaucoup de choses autour du numérique au sein de ces 25 universités de la région Île-de-France. Et parmi ces sujets-là, il y avait des choses très technico-techniques, il y en avait d'autres qui relevaient plus des usages, et en particulier de la formation des personnels. C'est ce à quoi je me suis attaché il y a maintenant une dizaine d'années. Et vous allez voir le lien avec les Learning Spaces, c'est qu'en fait, pour opérer ces formations mutualisées au numérique pour nos personnels franciliens, on avait monté un réseau de centres de formation, qui sont répartis sur toute l'Île-de-France. Historiquement, on en a eu 8. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, il y a 5-6 ans, ces centres de formation qui, à l'époque, étaient équipés dans une logique un petit peu ce qu'on appelle labo PC, vous voyez, on achetait des gros iMac en triboot qui étaient très, très bien dotés. Mais il y a 5-6 ans, mes collègues qui venaient, enseignants et non-enseignants, ils ont commencé à me dire, écoute, on organise, pour vous donner des chiffres, on organise environ 150 sessions de formation par an dans ce programme-là, et ça représente 2000 personnes qui viennent environ chaque année. Et parmi ces 2000 personnes, il y a un tiers d'enseignants, et surtout, eux, d'ailleurs, me disaient, écoute, c'est bien ce que vous faites, mais par contre, moi, je voudrais travailler sur ma propre machine, et 2, je voudrais travailler en groupe. Et on s'est dit, finalement, il va falloir qu'on réfléchisse à changer un petit peu la géographie de nos centres l'organisation, l'équipement de nos centres de formation. Ça nous a fait réfléchir à des logiques qui aujourd'hui sont très courantes, qui à l'époque étaient un peu moins, de BYOD, travail collaboratif, ce genre de choses. Et du coup, ce qui à l'époque était, jusqu'à il y a 5-6 ans, des labos PC très bien équipés, aujourd'hui, c'est devenu des Active Learning Classroom qu'on utilise pour la formation de ces personnels enseignants et non enseignants. Donc moi, ça a été mon point d'entrée un petit peu dans ce sujet des Learning Spaces. Ça s'est étendu très rapidement parce que j'ai vu qu'il y avait une interconnexion potentielle et parfois déjà entamée avec les bibliothèques de façon très concrète dans certains cas. Et parallèlement à ça, en fait, dans ces activités que j'ai au sein de ce consortium, il y a la veille à l'international. Et je me suis rendu compte que finalement, tout le monde, un petit peu partout dans le monde, tout le monde réfléchissait, tout le monde discutait à propos de ces Learning Spaces. C'était devenu un sujet qui était très, très, très d'actualité, très chaud dans certains cas. Mais finalement, tout le monde regardait ce qui se passait au sein de son propre territoire et pas forcément ce qui se passait à côté. Ou en tout cas, nous, en France, c'était un petit peu la problématique qu'on avait. C'est quelque chose que j'ai détecté aussi assez rapidement au Japon parce que j'avais déjà des collaborations là-bas. Et je me suis dit, finalement, est-ce qu'il n'y a pas
l'opportunité de lancer une étude comparative internationale de Learning Spaces. Et c'est effectivement la raison qui m'amène aujourd'hui pour faire cette présentation avec vous. Bref, donc voilà ce que je fais quand je suis à Paris. Et donc effectivement, Chantal le disait, actuellement, je ne suis pas à Paris, puisque pour ce programme de recherche, j'ai été invité à 5 reprises dans des universités japonaises. Alors là, il y a 4 logos, parce qu'en fait, il y en a une qui m'a invité 2 fois. Et donc là, actuellement, je suis à Sophia University à Tokyo pour 7 années universitaires japonaises, qui, dans leur logique, donc c'est d'avril à février. Donc là, je suis en plein milieu. Je viens d'attaquer le 2e semestre. Je vous montre ça aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, il y aura pas mal d'exemples que je vais vous montrer, qu'on va éventuellement discuter, qui viendront de là-bas. Ce qui est assez intéressant, parce que pour nous, occidentaux, c'est peut-être un territoire qu'on ne regarde pas spontanément, et pour autant, il s'y passe des choses plutôt intéressantes en termes de learning spaces. En tout cas, on en avait déjà parlé pas mal avec Loubna. Alors, effectivement, Chantal vous le disait aussi, par rapport à ses fonctions, je dirais, statutaires, j'ai pas mal d'implications dans des groupes de travail, des associations. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Educause ? Ouais. Alors, Educause, la plupart du temps, c'est connu par rapport au congrès qui est organisé, qui est censé être le congrès de référence pour tout ce qui concerne les technologies éducatives pour le supérieur. Il était la semaine dernière à Chicago. C'était une des raisons pour lesquelles je suis venu en Amérique du Nord. Et donc moi, en fait, là, depuis 3 ans, chaque année, dans ce congrès, je donne un speech, en fait, sur l'état des lieux des Learning Spaces à l'international et voir un petit peu l'évolution des choses. Donc c'est quelque chose qu'on a discuté ce matin aussi. Il y a quelque chose que vous connaissez, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent Educause, vous avez peut-être entendu parler du Horizon Report, qui donne un petit peu des tendances à court, moyen, long terme sur ce qui concerne les technologies éducatives dans le supérieur. Donc, moi, je suis un des rédacteurs de ce rapport-là chaque année sur la partie Learning Spaces aussi. Et pour finir avec Educause, en fait, il se trouve que on a constitué, avec quelques camarades et amis français, on a constitué une petite délégation un peu formelle, délégation française qui se rend à Educause chaque année pour assister à la conférence, pour visiter des universités. Et c'est un voyage chaque année à l'issue duquel on fait une restitution auprès de la communauté française, communauté universitaire française, et on publie un rapport, en fait, écrit. Je voulais vous en parler. Alors là, on a 5 éditions qui sont déjà publiées. La dernière étant sur la conférence 2018. Je vous en parle parce qu'en fait, dans ce rapport, il y a toutes les dimensions, je dirais, tous les sujets qui sont traités à Educause. Et encore une fois, certains d'entre vous savent que c'est très large, très très large. Mais par contre, moi, je m'occupe de mettre un chapitre sur les Learning Spaces, sur l'état des lieux de ce qu'on voit aux Learning Spaces. Donc, au-delà du speech que je donne là-bas, de voir un petit peu toutes les conférences qui concernent les Learning Spaces, de compiler ça et d'en donner un petit peu les tendances. J'enverrai tout ça. Chantal, Loubna, je vous l'enverrai, c'est librement diffusable, vous en faites absolument ce que vous voulez, on est très contents, c'est traduit en français et en anglais, donc pour vous, c'est voilà. Et, mais regardez-le, là, je vous dis, on était à la conférence la semaine dernière, on va commencer la rédaction du prochain rapport dans quelques semaines, mais en tout cas, ceux-ci sont à votre disposition, on sera ravis si ça peut vous servir. Donc ça, c'est ce que je fais à Educause. Deuxième chose, c'est qu'il y a un outil dont je vous parlerai à la fin de la matinée qui s'appelle FlexSpace, qui en gros, je vous la fais simple, c'est une base de données en ligne de Learning Spaces. C'est quelque chose qu'on a monté entre différents établissements, c'est transcontinental aussi, et c'est vraiment un outil alors c'est fait par des universitaires pour des universitaires, c'est vraiment un outil qu'on a souhaité mettre en place à la fois pour échanger, pour donner de l'inspiration aux gens qui veulent monter des Learning Spaces, voir ce qui existe déjà. On le verra un petit peu plus en détail à la fin, mais en tout cas, moi, je suis toujours extrêmement content de participer à ce genre d'initiative-là parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de partager, quoi. Et par ce biais-là, par ce genre d'outils, ça se fait de façon très, 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 très adéquate, je pense. Et dernière chose que je voulais mentionner, effectivement, Chantal le disait, il y a une association qui s'appelle Association for Learning Environments, alors qu'il y a des branches en Australie, à Singapour, en Amérique du Nord, et qui organise des Learning Spaces Awards chaque année. Donc, c'est un concours du meilleur design de Learning Spaces. Et je suis ravi de faire partie des jurés de ce concours-là. Il y a d'ailleurs un bouquin qu'on a édité là, sur les derniers projets. Il est sorti en juillet 2019, là, il y a 3 mois. C'est pareil, je vous enverrai la référence. Enfin, je ferai passer ça par Chantal et Loubna, si vous voulez y jeter un œil. Voilà donc en gros ce que je fais. Alors, au-delà de ça, comme je vous le disais, la raison de ma venue aujourd'hui, c'est que mon projet de recherche, donc, c'est une étude comparative internationale de Learning Spaces. Je vais vous en donner un petit peu la volumétrie et quelques chiffres. Alors, la volumétrie géographique, on va dire le périmètre géographique, c'est ce que vous avez là à l'écran. Donc, en gros, 4 territoires majeurs, Amérique du Nord, Europe, Asie, Océanie. Okay ? Pour vous donner quelques chiffres, et c'est ce qui va alimenter la discussion qu'on a ce matin,
Ce que je vais vous montrer, ça se base sur la visite en gros de 250 espaces, de toutes catégories, Active Learning Classroom, bibliothèque, Learning Center, plein de choses. 250 espaces, ça vient environ de 150 institutions qui sont donc sur les 4 continents que j'évoquais à l'instant. Et alors, je vous le disais, moi j'ai assez l'habitude de donner ce genre de conférences, d'avoir ce genre de discussion. Là, en fait, j'en suis à 90 à peu près sur 3 ans à faire ça. L'idée, c'est pas le problème de dire que j'ai donné cette conférence 90 fois, parce qu'en plus, elle évolue tout le temps dans le temps. C'est juste pour prouver qu'il y a un écho qui est très, très important en ce moment et uniformément dans le monde sur cette thématique des learning spaces. Le fait qu'on ait un tel nombre, je dirais, d'échanges, de conférences qui sont organisées sur cette thématique-là, ça reflète quelque chose. Et en tout cas, ça reflète une actualité qui, encore une fois, à mon avis, est assez chaude et de façon complètement internationale. Alors, parmi ces, je vous le disais, parmi ces conférences que j'ai déjà données, là, chaque année, je le fais maintenant à Educause. Donc ça, c'était il y a 3 ans, ça s'appelait Learning Spaces Around the World. Je voulais mentionner le fait que l'année dernière, j'avais déjà changé le titre et ça va illustrer une tendance qu'on discutera ce matin. J'avais changé le titre, j'avais appelé ça « The Rise of Informal Learning Spaces ». L'essor des learning spaces informels. On avait changé ça et vous le verrez, ça sera un des chapitres de ma présentation ce matin. Donc la semaine dernière, j'ai refait une version un petit peu updatée de la conférence un peu plus générique, mais en tout cas, c'était assez intéressant d'ailleurs d'avoir fait un focus en particulier sur les espaces informels. Je pense que ça rebouclera avec la question, notamment des rénovations de bibliothèques. Alors, ceci étant dit, comment je procède et comment je collecte mes informations ? Déjà, c'est en visitant des lieux. Alors, il y a pas mal... vous avez là quelques vidéos que j'ai tournées dans des visites de lieux. Ça, c'est une bibliothèque qui est à côté de Tokyo. Ça, c'est une université complètement refondue en open space qui est aussi au nord du Japon. Un amphi collaboratif qui a remplacé un amphi traditionnel à Melbourne, en Australie. Ce qu'on appelle un Learning Commons qui est situé à Osaka, au Japon. Un autre qui est à l'ouest du Japon également installé dans une bibliothèque d'ailleurs. Ça, c'est une salle de pédagogie active qui est également en Australie. Et l'idée, évidemment, ça a été d'interviewer les acteurs. Donc ce monsieur, en fait, il est vice-président de son université. Il m'explique quelle a été la philosophie dans laquelle ils ont développé leur Learning Commons. Cette jeune femme est manager d'une librairie, d'une bibliothèque au Japon, directeur d'un service d'accompagnement à la pédagogie par le numérique. Ce monsieur est président d'une université à Tokyo. Un vice-président d'une université à Tokyo qui est également chargé de mission au ministère de l'enseignement supérieur japonais pour les Learning Spaces, et ce qu'on appelle des praticiens. Cette dame, en fait, elle est manager d'un Learning Commons dans une bibliothèque. Cette jeune femme est enseignante dans une salle de pédagogie active qu'elle utilise tous les jours. Et évidemment, les étudiants. Encore une fois, l'idée, quand on parle de Learning Spaces, c'est assez facile de partir dans des considérations très matérielles, fancy. Voilà, faut quand même se rappeler qu'on fait ça pour eux. C'est pas juste pour faire des endroits qui sont beaux beaux, agréables et bien designés. Donc, moi, j'utilise tous ces contenus-là quand je me balade un petit peu partout dans les universités. J'utilise tous ces contenus-là, donc à la fois des choses factuelles qui relèvent de données audiovisuelles, mais aussi beaucoup de témoignages sur un peu l'état d'esprit dans lesquels ces espaces ont été montés et les modalités dans lesquelles surtout ils sont utilisés. Alors, la lecture, après, que moi je peux avoir de ces espaces-là, vous allez voir que ça va se refléter aussi dans la suite de ma présentation, elle se base sur un framework de 10 critères. Alors, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, ce n'est pas le sujet du jour. Je voulais simplement vous montrer ça pour vous dire que, vous serez peut-être d'accord avec moi, bien souvent, quand je parle avec des gens qui ont des réflexions autour des learning spaces, on leur demande c'est quoi un learning spaces, il y a une certaine facilité à dire learning spaces, c'est une table un peu funky, des chaises un peu colorées, on met de la technologie, ça y est, on a un learning space. Voilà. C'est une dérive qu'on observe assez souvent, de dire les learning spaces, c'est une problématique d'aménagement et une problématique technologique. C'est vrai, c'est très important, mais je voulais vous montrer cette diapo-là pour vous dire qu'en tout cas, moi, à mon niveau, à mon modeste niveau, la lecture que j'ai de ce phénomène, elle est beaucoup plus transversale, elle va intégrer des dimensions qui sont, par exemple, la géographie sur le campus. Où est-ce qu'on va les mettre, ces learning spaces ? La gouvernance qu'on va leur appliquer, les outils de conception et d'évaluation. Et enfin, est-ce que ça change quelque chose en termes de pratique, d'enseignement et d'apprentissage ou pas ? Parce qu'encore une fois, c'est l'objectif qu'on doit garder en tête pour ce genre de projet-là. En tout cas, je le pense. Alors, Learning Spaces, aujourd'hui, c'est quelque part, c'est un terme qui est un peu fourre-tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on peut trouver des objets très disparates dans cette appellation-là.
On en rigolait d'ailleurs la semaine dernière à Educause, on se disait quand on parle de taxonomie, pour les learning spaces, il faudrait faire une taxonomie de la taxonomie en fait, parce que ça part dans des dimensions tellement variées. Alors ça, c'est une photo d'écran, cette fameuse base de données en ligne dont je vous parlais tout à l'heure, FlexSpace. Je voulais vous montrer parce qu'il y a une taxonomie que je trouve assez intéressante, de différents types d'espaces, donc différentes sous-catégories de salles de cours, différentes sous-catégories d'espaces qu'on peut mettre en bibliothèque, makerspaces, ce genre de choses. Donc ça, c'est un exemple, c'est quelque chose que vous pourrez regarder sur la base de données en question si vous y jetez un œil. Pour des raisons de praticité ce matin, moi, je vais vous proposer une taxonomie qui va se baser en 4 catégories principales, qui sont celles-ci. Les nouvelles générations de salles de cours, ce qu'on appelle traditionnellement les Active Learning Classrooms, les nouvelles générations d'amphi, ça c'est peut-être un peu moins courant, Collaborative Lecture Theatres, et ensuite, ce qui relève un petit peu plus justement des bibliothèques, les Learning Commons d'une part, et ces bibliothèques qui deviennent carrément des Learning Centers. Tout ça pouvant être divisé en 2 familles principales, les espaces formels à gauche, c'est-à-dire les espaces au sein desquels vous allez avoir une interaction directe entre les étudiants et l'enseignant, les espaces informels à droite où les étudiants vont travailler plutôt en autonomie. Donc voilà, je dirais, le chapitrage quelque part que je vous propose pour la matinée. Alors, avant d'attaquer ça, on en parlait avec Chantal tout à l'heure, juste pour que je vois un petit peu avec qui je discute ce matin, qui a des activités pédagogiques parmi vous, qui est enseignant ou support à la pédagogie. OK, bibliothécaire. OK, on a des responsables de patrimoine aussi, je crois. Non. OK. Et alors, celles et ceux qui n'ont rien dit? C'est un bon début. OK. D'accord. OK. Ouais, donc, ouais, OK. Ça marche. OK, super. Très bien, merci. Alors, attaquons, si vous voulez bien, par la première catégorie de ces espaces et voyons les tendances qu'on peut observer aujourd'hui autour de cette nouvelle génération de salles de cours, ce qu'on appelle les Active Learning Classrooms. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu très très tôt quand j'ai commencé à m'intéresser aux Learning Spaces, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, quand on parlait de Learning Spaces, le point d'entrée des réflexions, c'était ça. Bien avant qu'on parle à grande échelle de Learning Centers, de Learning Commons, c'était de dire on va rénover des salles de cours et on va en faire des Active Learning Classrooms. En tout cas, moi, c'est la perception que j'en avais. Et ce matin, par rapport à ces Active Learning Classrooms, je voudrais vous donner 2 tendances principales. Alors la première, elle va concerner de façon très pratico-pratique comment elles sont conçues. La deuxième va leur donner une perspective un petit peu plus stratégique dans le temps. Alors, sur ces aspects conception en particulier, justement, je voudrais adresser ces 2 fameux sujets qui d'habitude sont un petit peu prioritaires dans les réflexions. Là, du coup, on va en discuter, l'équipement mobilier, l'équipement numérique. Alors, pour cela, je vais utiliser un graphe que moi, j'aime bien utiliser dans le cadre de ma recherche, sur lequel je vais positionner la mobilité du mobilier sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire, vous savez peut-être que dans une Active Learning Classroom, on peut décider de mettre des tables qui sont fixes ou des tables qui sont mobiles. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on va voir sur cet axe des abscisses. Et sur les ordonnées, on va mettre le niveau technologique qu'on va intégrer, la composante technologique qu'on va intégrer à cette Active Learning Classroom. Je vais vous montrer ça parce que vous allez voir que sous une même appellation, qui est donc Active Learning Classroom, vous allez voir qu'on a des objets qui finalement sont assez différents. Alors, premier exemple que je vais vous donner, on va rester en Amérique du Nord, on va aller à Seattle, University of Washington. Ils ont ce genre d'Active Learning Classroom. Donc les tables ne bougent pas, vous l'avez peut-être vu sur le graphe tout à l'heure, c'est dans la partie vraiment fixe. Les tables ne bougent pas. Par contre, elles intègrent une composante technologique assez forte dans le sens où chaque table contient un hub vidéo, un système de partage vidéo qui permet aux étudiants qui sont assis sur une même table de partager un écran là. Dire, moi, j'ai une bonne idée, tiens, je te la montre, enfin, je la montre au reste du groupe. Et par l'intermédiaire d'une console qui est à disposition de l'enseignant, de partager l'écran d'un groupe qui a une idée intéressante avec toutes les autres tables. Donc, la composante technologique se fait à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a assez largement, je dirais, induit le fait que les tables ne bougent pas, parce que vous imaginez bien, quand vous mettez ce genre de matériel, il y a beaucoup de câbles, et donc quand il y a beaucoup de tables, les tables, elles ne bougent plus, en gros. Donc voilà. Donc le résultat, ça a été ça. Et encore une fois, dans la logique du graphe que je vous montrais, c'est plutôt high-tech, et en tout cas, c'est basé sur du mobilier qui est complètement fixe. On va maintenant aller complètement à l'opposé, sur quelque chose qui s'appelle aussi une Active Learning Classroom. Là, ça va être à l'ouest du Japon, Kyushu, l'île de Kyushu qui est à l'ouest, la ville de Fukuoka. Et voilà à quoi ça ressemble.
C'est toujours une Active Learning Classroom, mais c'est des tables qui sont très légères. Vous devinez assez aisément. Vous pouvez bouger ça très facilement. Vous voyez qu'elles ont une forme qui permet de s'embriquer entre elles pour faire des petits îlots collaboratifs. Et la seule composante technologique que vous allez avoir dans cette salle de pédagogie active, finalement, c'est une vidéoprojection multidirectionnelle. Point. Donc là, vraiment, l'accent il a été mis plus sur la mobilité, le potentiel de recomposition spatiale, en fait. On va maintenant voir quelque chose qui est un petit peu plus compromis, avec plus de technologie que ce qu'on vient de voir, et du mobilier qui est un petit peu différent. On va rester au Japon pour ça. C'est une salle qui s'appelle le Mirais. Alors en japonais, Mirais, ça veut dire futur. Et cette salle-là que vous voyez, en gros, c'est la référence aujourd'hui au Japon en ce qui concerne la salle de pédagogie active. Elle ressort à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit des tables qui sont effectivement mobiles, ces tables en forme de haricots là, qui peuvent s'imbriquer entre elles. Je vais vous remettre la vidéo. Hein. La projection multidirectionnelle qui, cette fois, se fait sans fil et en multisource, c'est-à-dire un étudiant avec son iPad peut projeter là, un étudiant avec un PC peut projeter là-bas. On va mixer les sources et tout ça sans fil, encore une fois. Donc, il y a une composante technologique qui est relativement forte là-dessus, tout en gardant une certaine mobilité dans l'organisation spatiale. Quelque chose qui est aussi, alors là, vraiment plus dans le compromis en termes de mobilier entre le fixe et le mobile. On va aller à Melbourne, en Australie, Monash University. Ils ont quelque chose qui s'appelle un Active Learning Studio, qui ressemble à ça. Et là, clairement, il y a eu un mix très volontaire entre du mobilier mobile, tel que les petites tables là, celle-ci, et du mobilier fixe, tel que les banquettes qui sont là en face des écrans. Ça a vraiment été un choix. Il y a une composante numérique qui est assez forte. On la détaillera d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais en tout cas, là, il y a un mix. Je vais m'arrêter sur cette photo pour déjà vous poser une question. À votre avis, c'est quoi là, cette surface blanche qu'ils ont mis sur les tables? Voilà. Juste avec un marqueur de la vie réelle. Il n'y a rien à brancher. C'est juste pour un marqueur, vous écrivez sur la table, quoi. Voilà. Les étudiants adorent. Les étudiants adorent. Donc voilà quelque chose qui est un petit peu équilibré entre les différents types de mobilier. Et pour revenir sur quelque chose de très très mobile, on va aller en Australie, à Perth, Curtin University, où ils ont ça. Vous voyez. Donc là, il y a aussi de la projection multidirectionnelle sans fil. Il y a les tables, vous devinez qu'elles sont très légères. Vous pouvez les agréger entre elles. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire par intermédiaire, l'idée, c'est pas de vous faire un inventaire à l'après-vert, hein, mais c'est juste de vous dire que pour une même appellation qui est Active Learning Classroom, vous voyez qu'on a des objets qui finalement sont assez différents. Alors avec des finalités pédagogiques qui sont peut-être un peu moins différentes entre elles, c'est toujours ce mantra des pédagogies actives, mais l'objet en lui-même est assez différent. Et au-delà de cette différence, il y a une thématique, il y a une dimension que je voudrais discuter un petit peu plus en détail avec vous, qui est cette notion de combien de numérique, combien de technologie on doit mettre dans nos Active Learning Classroom. Alors, pour cela, on va retourner sur le premier exemple que je vous ai montré tout à l'heure, celui de Seattle. Vous avez ces tables, donc vous vous rappelez, qui sont fixes, dans lesquelles il y a ce système de partage vidéo. Et si on jette un petit coup d'œil plus précis sur l'écran qui est là, donc l'écran partageable de cette table, vous allez voir qu'il est composé de deux choses, cet écran. Il est composé de la dalle LCD, l'écran lui-même, et devant cette dalle LCD, là, il y a un objet super high-tech. C'est une plaque de plexi qui coûte $10. C'est juste une plaque de plexi qu'ils ont vissée devant l'écran. Mais par contre, qui est inscriptible. Voilà. Et je voulais vous montrer ça parce que ça illustre une tendance que j'observe vraiment de plus en plus et de façon très transversale sur tous les territoires, qui est le mix numérique analogique. Le mix numérique analogique. Alors ça, c'est du côté des étudiants. Maintenant, on va se poser la même question sur le côté des enseignants et on va retourner pour cela dans la salle de nos amis de Monash à Melbourne. C'est celle où il y avait les mobiliers un petit peu équilibrés entre fixe et mobile, avec ces surfaces inscriptibles sur les tables. Vous avez des whiteboards qui sont là et vous voyez qu'ils sont délimités par des zones. Il y a une zone 1, une zone 2. Alors, à quoi ça sert? Ça sert que si un enseignant écrit donc, avec son marqueur de la vie réelle ses formules mathématiques ou ce qu'il veut ici, dans la zone numéro 2, qu'il appuie sur le bouton qui est là en bas, ça va déclencher une caméra qui va en fait ne va enregistrer que ce qui se trouve dans ce rectangle numéro 2, l'enregistrer et éventuellement le retransmettre sur les écrans LCD qui sont juste à côté. Donc là, encore une fois, c'est un mix entre
numérique et analogique en essayant de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les potentialités fonctionnelles du numérique avec la facilité d'utilisation de l'analogique. Moi, je me sens très libre de discuter ce sujet-là avec vous. Je vous rappelle, je travaille pour une université numérique. Mais très honnêtement, vous imaginez pas le nombre d'Active Learning Classroom que j'ai visités qui avaient des équipements numériques de haute volée qui sont jamais utilisés, quoi. Ou pas utilisés dans une logique pédagogique. Ils sont utilisés un petit peu dans une logique, c'est funky parce qu'on peut faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude, mais là, je dirais, le résultat pédagogique derrière, il n'est pas si évident que ça. Donc c'est vrai que trouver un compromis, un équilibre un petit peu tel que celui-ci, ça a du sens. Et je vous le répète, quand j'interviewe des étudiants et des enseignants aussi, c'est vrai que de prendre juste un stylo que je connais et j'écris et ça marche, c'est quand même beaucoup plus simple que de plugger, tu n'as pas le driver, la batterie est vide. On a tous connu ça. On a tous connu ça. Donc là, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en termes technologiques, il y a cet équilibre qui aujourd'hui semble un petit peu faire consensus partout dans la conception de ces salles-là. Et tout ça pour vous dire que donc on vient de voir que dans la technologie, il peut y avoir un équilibre. On vient de voir aussi que dans les aménagements mobiliers, on est très divers. Il y a des salles de pédagogie active qui fonctionnent très bien avec du mobilier fixe. Alors qu'encore une fois, je vous le disais un petit peu en introduction en souriant tout à l'heure, parfois il y a cette idée de dire tu veux faire une Active Learning Classroom, il te faut du mobilier mobile, il faut pouvoir bouger les tables. Il faut beaucoup de technologie. Bon, on vient de voir que la technologie, c'est assez relatif. Sur la question de bouger les tables, j'ai envie de vous faire la même remarque. Moi, il y a des dizaines d'Active Learning Classroom que j'ai visités dans le monde qui sont super bien conçus, avec des tables qui roulent très bien, mais qui bougent jamais. Ils bougent jamais. Et la question, c'est pas de dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste de dire qu'il y avait une promesse de dire ça, a priori, c'est quelque chose d'intéressant, mais qui ne se concrétise pas dans la pratique du quotidien. Et alors évidemment, la question qui se pose, c'est d'aller voir les enseignants et leur dire mais là, vous avez cette potentialité-là de recomposition spatiale sur les tables, pourquoi vous ne l'utilisez pas? La plupart du temps, ce que les enseignants vont vous dire, c'est que personne ne m'a expliqué en quoi c'était un bénéfice pour ma pratique pédagogique de bouger les tables. Et je suis sûr que c'est intéressant, mais personne ne m'a expliqué. Donc ça va nous emmener après, dans quelques instants, à une question qui va être celle de la formation et de l'accompagnement des équipes pédagogiques. Mais tout ça pour vous dire, et ça clôt cette première tendance, ce premier exposé sur une tendance que je voulais vous donner sur les Active Learning Classroom, c'est sortons des dogmes, allons au-delà des dogmes. Il n'y a pas de recette magique prédéfinie pour dire une Active Learning Classroom, c'est ça, avec la checklist et voilà. Non, vous avez vu qu'il y en a qui font, a priori, qui sont très bien conçus, et je peux vous dire qui fonctionnent très bien avec du mobilier fixe, il y en a qui fonctionnent très bien en étant low-tech. Voilà, il ne faut pas oublier, c'est peut-être un débat qu'on aura après dans les questions-réponses, mais il ne faut pas oublier qu'un Learning Spaces, en particulier une Active Learning Classroom, elle n'est pas définie par son mobilier, sa technologie, elle est définie par ce que vous y faites dedans. Là, si avec Loubna, on va dans le couloir, on prend une table, on la met ensemble, on commence à collaborer, on peut se dire, finalement, on a une Active Learning Classroom. C'est pas... Voilà, je caricature un peu, évidemment, mais encore une fois, le point d'entrée, il faut que ce soit la pratique et pas la matérialité de la chose. Donc, allons au-delà de ces recettes un petit peu prédéfinies qui sont censées, je dirais, être la checklist, encore une fois, à suivre. Donc ça, c'est pour l'équipement. Mais au-delà de cet équipement, là, on vient de le voir dans des exemples qui relèvent d'Active Learning Classroom, j'ai envie de qualifier comme étant génériques. C'est-à-dire que dans celles qu'on vient de voir, vous pouvez organiser potentiellement tout type de classe, scientifique, sciences humaines, un petit peu tout ce que vous voulez. Une tendance qu'on observe de plus en plus sur le terrain, c'est les Active Learning Classroom spécialisés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort maintenant depuis 2 ou 3 ans à peu près. Et pour vous en donner quelques exemples, on va alors encore une fois voyager un petit peu. Le premier exemple, il ne va pas être très loin. En fait, il est à Montréal, à McGill, où en fait, ils ont des salles de pédagogie active de chimie. Donc, alors, pourquoi ça a été nommé salle de pédagogie active? Parce qu'ils ont utilisé ce genre de table à la place des paillasses traditionnelles, des paillasses arrondies qui permettent du travail de groupe, en fait. Ils avaient fait la même chose, je crois que c'était quelques années auparavant, sur la géologie. Pareil, table collaborative, en mettant du bois, on va mettre des pierres très lourdes dessus, donc les échantillons sont rangés là derrière, mais en tout cas vraiment un espace qui est censé catalyser la collaboration et le travail de groupe. Si on retourne aux États-Unis, à côté de Denver, on va avoir une salle de pédagogie active de biologie, Colorado School of Mines, qui ressemble à ça. Encore une fois, avec cette notion de collaboration qui est vraiment centrale. Et si on va maintenant un petit peu plus loin en Australie, toujours en chimie, University of Technology Sydney, vous avez cet espace-là, alors qui est très très grand, je vais vous le montrer en vidéo là tout de suite. Il y a 26 paillasses en fait, là.
Il y a 26 paillasse. Du coup, ça peut poser la question, on se dit d'habitude, salle de pédagogie active, c'est sur des contingents réduits. Là, il y a 26 paillasses. Mais en tout cas, voilà, c'est des paillasses qui... Alors là, il y a aussi une partie un petit peu salle de cours pour les aspects théoriques. Après, ils retournent sur les paillasses pour les aspects pratiques. Ils ont des écrans partageables hein, dans tous les sens. Bon, très, 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 très bien conçu. Hein. C'est très, très beau à voir. Assez impressionnant, d'ailleurs. Toujours en Australie, si cette fois-ci, on va à Perth, on va avoir une salle de pédagogie active qui est dans une école de management. Alors la photo que vous voyez, je l'ai prise au mois de mars. C'était à 2 semaines de l'ouverture, donc c'était quasiment finalisé. Donc là, c'est vraiment une salle de simulation de prise de décision. Donc en fait, vous avez plein d'infos qui diffusent sur tous les écrans et voilà, on est en simulation. Vous devez prendre une décision stratégique par rapport à un sujet. Ça va se faire là. Ils avaient appliqué aussi ce principe des salles de pédagogie active dans Sandhurst University à la pharmacie, où en fait, ils font des simulations de gestion de stock de pharmacie, de gestion des prescriptions qui arrivent. Donc, ça se fait sur ces comptoirs-là. Au fond, vous avez le stock des faux médicaments, et ils gèrent ça en situation un petit peu de simulation, hein, qui compose une partie des cours des étudiants de l'école de pharmacie. Et pour finir, un dernier exemple de ces salles un petit peu spécifiques, qui vient aussi d'ailleurs de Perth, les salles de visualisation, en fait, qui vont utiliser ce type d'équipement. Donc là, vous voyez, c'est un écran en demi-sphère comme ça, ou alors des écrans très panoramiques 3D avec des systèmes de détection de mouvement qui vous permettent de bouger des objets. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont aussi à Perth, ça s'appelle The Hive. Et ça mixe vraiment différentes technologies de visualisation à un même endroit pour des besoins pédagogiques et des besoins de recherche. C'est un dernier exemple, un petit peu de spécialisation que je peux vous donner par rapport à ce genre de salle-là. Alors, voilà en gros un petit peu ce qui se passe au niveau, ce qu'on peut observer au niveau de l'équipement de ces salles. La deuxième tendance que je voudrais vous donner, et là c'est peut-être plus un questionnement hein, par rapport à ces Active Learning Classrooms, ça va être un petit peu la portée stratégique qu'on va leur donner, c'est le challenge que représente leur généralisation sur les campus. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que l'immense majorité des Active Learning Classrooms que je visite aujourd'hui, elles sont bloquées à un stade expérimental. Alors, pour différentes raisons, moi j'en identifie 2. La première raison, ça va être la notion d'accompagnement des équipes pédagogiques que j'évoquais tout à l'heure. C'est très bien de créer des Active Learning Classrooms qui sont bien conçus. C'est encore mieux si on va expliquer aux gens comment les utiliser et pourquoi ça va être mieux en termes de pratique d'enseignement pour eux et pratique d'apprentissage pour les étudiants. Donc, c'est vrai que moi, j'observe un vrai challenge, pour ne pas dire parfois un vrai manque en termes de ce qu'on appelle le faculty development. C'est absolument stratégique, selon moi, d'intégrer cette dimension-là quand on fait des projets d'Active Learning Classroom. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui peut être un petit peu un écueil, c'est tout simplement le nombre de ces Active Learning Classrooms qu'on va mettre sur les campus. Tout simplement. Moi, je dirais, la plupart du temps, quand je visite des établissements, c'est difficile de généraliser, hein, mais c'est quand même assez courant de dire que voilà, sur le campus, vous en avez 2, 4, 6, 8 parfois. On le disait un petit peu en pointillé tout à l'heure. Souvent, l'une des caractéristiques d'une Active Learning Classroom, c'est sa capacité relativement limitée en nombre de sièges. Parce qu'on dit pédagogie active, on a des spécialistes dans la salle. Hein. Pédagogie active, ça veut dire qu'il va y avoir quand même une interaction importante entre l'enseignant et les étudiants entre eux. Donc, on va essayer de limiter le nombre, limiter le contingent. C'est vrai que la plupart du temps, j'ai envie de dire, une salle de pédagogie active, c'est quoi ? C'est 15, 20, 25 places. Le calcul, il est vite fait. Si vous avez une cohorte de 250 étudiants de la faculté, je ne sais quoi, vous voulez programmer des cours en Active Learning Classroom toutes les semaines, vous divisez 250 par 15, 20 ou 25, et ça vous donne le nombre d'Active Learning Classroom que vous avez. Et je peux vous dire tout de suite que ça va être plus que 2, 4 ou 6 Active Learning Classroom à partager sur tout le campus. Hein. C'est clair. Donc ça va expliquer que très souvent, moi, les Active Learning Classrooms que j'observe, elles sont un petit peu bloquées à l'échelon expérimental en disant qu'on a cette problématique à la fois qualitative de l'accompagnement des enseignants, quantitative sur le nombre sur la capacité cumulée que représentent ces salles-là. Et quelque part, ce blocage à l'échelon expérimental, ça fait qu'on a des enseignants militants, très innovateurs, traditionnellement innovateurs, qui ont envie d'essayer des choses, qui peuvent se faire accompagner quand il y a une structure qui existe dans l'établissement pour ce faire, et qui vont utiliser pour un contingent très réduit d'étudiants, quelquefois dans le semestre, une Active Learning Classroom, mais ça sera, je dirais, dans une coloration un peu exceptionnelle, de dire tiens, la semaine prochaine, plutôt que d'être dans notre salle de cours habituelle, on sera dans l'Active Learning Classroom parce qu'on va faire une activité spéciale. C'est très bien. Mais vous serez peut-être d'accord avec moi que si on veut vraiment basculer
Dans une logique de généralisation, il faut très clairement à la fois avoir une capacité suffisante et donc construire suffisamment d'Active Learning Classroom et encore une fois, former les enseignants pour qu'ils comprennent comment les utiliser, en quoi c'est un bénéfice pour eux et pour les étudiants. Voilà en gros les deux tendances que je voulais évoquer avec vous en ce qui concerne les Active Learning Classroom, donc à la fois en termes de conception et à la fois en termes de projection un petit peu stratégique dans le moyen terme. Alors, on a parlé de nouvelle génération de salles de cours. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler de nouvelle génération d'amphi. Et pour commencer, ce que je veux vous dire par rapport à cela, c'est que très clairement, moi, dans l'étude que je mène, c'est le type de learning spaces qui est le plus rare, et de très loin. On voit beaucoup plus de salles de pédagogie active, on voit beaucoup plus de learning commons, on voit beaucoup plus de learning centers que d'amphi qui ont été rénovés. Pour différentes raisons que je vais assez rapidement aborder avec vous, qu'on discutera peut-être dans les questions-réponses après. Mais en tout cas, c'est relativement rare. Alors, quand on parle d'un amphi, là, encore une fois, on va faire un petit peu un point sur la façon, matériellement parlant, dans laquelle on peut reconstruire un amphi, rénover un amphi pour le rendre un petit peu compatible avec ces préceptes de pédagogie active, de rénovation pédagogique, au-delà de la rénovation matérielle. Un amphi, c'est ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'en est un que vous connaissez peut-être. Hein, c'est le grand amphi de la Sorbonne à Paris. Quand je dis c'est ça, c'est quoi ? C'est une pente avec des rangs de tables et quelqu'un qui est en bas en train de parler. En gros, c'est ça. Hein. En gros, c'est ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? La première solution qu'on peut avoir pour rénover un amphi et lui donner la capacité de supporter, d'accompagner des pratiques un petit peu différentes, c'est de modifier cette structure en pente et de créer des marches de ce type-là et de pairer des tables à une même hauteur. Alors pourquoi ça va être intéressant ? Si on prend ce même amphi, que maintenant on le regarde du plafond, et qu'on voit qu'on a ces deux tables-là, les deux premières tables qui maintenant sont sur la même marche et donc à la même hauteur, en quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que les étudiants qui sont assis sur la première table, ils vont maintenant pouvoir se retourner et aller travailler avec ceux qui sont derrière eux. Et cette deuxième table, de facto, elle va devenir une table collaborative. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que ça peut être intéressant. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne ? Voilà un amphi qui est sur Long Island, à côté de New York, c'est Stony Brook. Et effectivement, si on regarde de côté, vous allez voir que les tables ont été pairées à la même hauteur. Et les chaises, en fait, sont montées sur des rotules qui permettent de se retourner très facilement. Si on va à Sydney, University of Technology Sydney, ils ont fait la même chose dans cet amphi-là. Ils ont pairé des tables à la même hauteur, par exemple ici, et vous voyez d'ailleurs que les étudiants de la deuxième table se sont retournés pour travailler avec celui qui est derrière. Donc ça, c'est la version, j'ai envie de dire, la plus simple et la moins coûteuse de rénover un amphi pour lui donner des capacités supplémentaires en termes d'accompagnement de pratiques d'enseignement un petit peu différentes qui vont au-delà, encore une fois, d'un discours très unidirectionnel. Je suis en bas et je vais parler pendant 2 heures à des étudiants qui m'écoutent et qui écrivent. Alors après, on peut avoir des projets qui sont un petit peu plus ambitieux. Celui-ci, il est à University of British Columbia, à Vancouver. Ils ont gardé ce principe des marches, mais dans une échelle un petit peu plus grande, puisque au-delà du fait de pairer simplement 2 rangs de tables, ils ont installé sur ces marches des tables collaboratives comme ça. Donc vous voyez que cette marche est très grande, vous en avez une ici, une là, des écrans un petit peu partout. Donc ça, c'est le même concept, mais poussé un petit peu plus loin. On peut faire des choses comme ça aussi. Ça, c'est en Australie, à Newcastle, pas en Angleterre, à Newcastle, Australie, c'est à 150 km de Sydney, où ils ont ce genre de diner tables, un peu comme ça, qui sont assez intéressantes et qui permettent de catalyser un travail de groupe. Vous avez cet amphi-là. Si vous aimez le design, c'est une école de design. C'est une école de design à Brisbane, en fait. Alors, la chose qui est intéressante dans cet amphi-là, c'est que figurez-vous qu'il est zoné. On parlera de zoning après, mais en fait, il a 3 zones. Il a des tables collaboratives au fond, il a le balcon qui est là, et il y a les poufs qui sont ici. Et en fait, l'enseignant, il est là. Il est là. Et moi, ils me l'ont montré, je l'ai visité il y a 1 an et demi, 1 mois avant qu'il ouvre. Et ils m'ont dit, tu vois, en fait, l'enseignant, il va être là. Je dis, mais attends, voilà, c'est intéressant de voir un peu comment ils vont interagir avec les étudiants qui vont être là en bas. Donc, j'ai très envie de retourner le voir. Ils m'ont proposé d'enseigner dedans une fois. Je suis vraiment très curieux de faire ça. Bon, mais en tout cas, vous remarquerez qu'en termes de conception, c'est quand même quelque chose d'assez ambitieux. Je vous le répète, c'est une école de design, mais
vraiment une esthétique très très sympa avec, je dirais, une rupture par rapport à la géographie qui peut être celle d'un amphi habituellement. Monash, dont on a vu tout à l'heure la salle de pédagogie active, vous vous rappelez d'ailleurs, vous voyez que dans cet amphi qu'ils ont installé, ils ont utilisé les mêmes tables avec ces surfaces inscriptibles dessus. Vous devinez d'ailleurs sur cette vidéo-là que l'amphi, là, il fait une taille assez respectable. On est à plus de 250 places sur cet amphi-là. Et pas très loin de chez vous, à McGill, encore une fois, ils ont là aussi un amphi dans lequel ils ont remplacé les rangs de tables par des tables collaboratives qui sont un petit peu les mêmes tables collaboratives que vous pourriez trouver dans des salles de pédagogie active. Voilà. Alors, tout ça, c'est très bien. Ça montre qu'il y a un potentiel. Je vous le répète, structurellement parlant, c'est des travaux qui sont quand même extrêmement lourds et qui sont extrêmement handicapants en termes de planning. Puisque forcément, quand on rénove des salles de cours, c'est quand même beaucoup plus simple de dire tiens, on va mettre les étudiants dans les deux salles d'à côté. Quand un amphi est bloqué, il est bloqué. Et c'est quand même plus difficile de trouver des amphis de remplacement que des salles de cours de remplacement. Donc c'est à la fois coûteux en termes financiers, c'est à la fois lourd en termes de gestion, et surtout, ça pose encore une fois de la question de pourquoi on va faire ça. Pourquoi on va faire ça? Vous serez bien d'accord avec moi que si on décide de dépenser des millions de dollars canadiens ou d'euros ou de ce que vous voulez pour rénover des amphis et faire ça, c'est certainement pas pour qu'on continue à avoir une pratique qui va consister à dire on a quelqu'un qui est en bas de l'amphi qui va parler pendant 2 heures de façon unilatérale. Vous êtes bien d'accord avec moi? Voilà. Donc c'est vrai que les exemples que vous avez là, je voulais vous les montrer, 1, parce qu'ils sont intéressants à voir, 2, parce que ceux-là, ils se sont tous accompagnés d'une démarche d'accompagnement de rénovation pédagogique. C'est-à-dire que les enseignants qui utilisent ces amphis-là, dans leur immense majorité, en fait, ils ont des séances de sensibilisation ou des équipes de support pédagogique vont leur dire, voilà, plutôt que de faire votre conférence en 2 heures où vous parlez de façon unilatérale, on va maintenant la découper en phase de 15 minutes. 15 minutes vous parlez, 15 minutes de travail collaboratif, 15 minutes vous parlez, on refait le point, et découper ça dans une séquence qui va être un petit peu plus adaptée au type d'équipement qu'on a là. Puisque, encore une fois, je vous le répète, si c'est juste pour parler comme on le fait d'habitude dans un amphi, c'est pas du tout la peine de dépenser de l'argent. Pas du tout. Mais là, en l'occurrence, dans la plupart des exemples que vous avez vus, ils le font, et c'est très bien. Bon, ça, là, on pourrait passer la matinée. C'est sur la question philosophique que je vais vous poser là, mais je me rappelle, il y a l'année dernière, quand on était à Educause, il y avait le titre d'une session qui était « L'enseignement formel est-il mort ?» Et je me rappelle que dans cette session-là, il y avait vraiment un focus particulier sur les amphis. Qu'est-ce qu'on fait encore des amphis aujourd'hui? Finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant de dire aux étudiants, plutôt que de vous vous asseyez pendant 2 heures ou 3 heures dans des conditions qui sont parfois pas idéales en termes de confort, on vous met le cours en ligne, et voilà. Il y a cette question sous-jacente là aussi, qui, je dirais, s'ajoute à la problématique financière et organisationnelle qui fait que ces projets de rénovation d'amphi ne sont pas ceux, et de loin pas, qu'on rencontre le plus souvent quand on fait un petit peu de veille sur les learning spaces. Ben, en tout cas, je voulais vous les mentionner. Alors, maintenant, on va basculer sur ces espaces informels. On était là sur les espaces formels avec les salles de cours et les amphis. On va basculer maintenant sur les espaces informels. Alors, basculer sur les espaces informels, ça va se faire au travers de 2 types d'objets. Alors, je vais prendre ça au sens générique du terme, mais les Learning Commons et les Learning Centers. Est-ce que vous voyez tout ce que c'est qu'un Learning Commons? Ça vous parle? C'est un petit espace collaboratif, la plupart du temps, qui est intégré dans une bibliothèque. Donc, la bibliothèque en tant que telle ne se rénove pas. On va prendre un étage et on va en faire un espace collaboratif utilisant le type d'équipement que vous avez vu tout à l'heure, par exemple. Voilà. Learning Center, dans la terminologie, Loubna, tu me complètes si tu veux, bien entendu. Là, on est plutôt dans une logique de refonte globale de la bibliothèque, pas seulement au sens matériel, mais au sens de service, de mission également. Alors, je veux passer un peu plus de temps sur ces objets-là, pour la raison suivante. Je vous disais tout à l'heure en début de présentation que, et quand j'ai attaqué le sujet des Active Learning Classrooms, je vous disais que jusqu'à il y a 5-6 ans, quand vous discutiez avec un président, un vice-président à propos de Learning Spaces, il disait « Ouais, on est en train de rénover des salles de cours pour en faire des Active Learning Classrooms ». C'était vraiment systématiquement le point d'entrée des gouvernances et des décideurs quand ils réfléchissaient à la mise en place de Learning Spaces sur le campus. Ça, c'est quelque chose qui est en train de changer de façon assez drastique. Assez drastique, et je peux vous dire qu'il y a énormément de gouvernances avec lesquelles je discute un peu partout dans le monde où le focus des Active Learning Classrooms est en train un peu de passer au profit d'un focus sur ces espaces informels.
Pour deux raisons principales, selon moi, c'est l'interprétation que j'en fais. La première raison, c'est qu'encore une fois, pour des contextes qui sont souvent divers et variés, mais il y a cette prise de conscience du blocage un petit peu à l'échelon expérimental des Active Learning Classroom. Alors, après, c'est un blocage qui peut être alimenté par les gouvernances en question aussi, hein, pour différentes raisons, mais il y a cette prise de conscience de dire, OK, on a monté 4 Active Learning Classroom, mais bon, c'est pas assez pour transformer les choses sur notre campus au sens global du terme. Donc, il y a cette notion-là qui revient un petit peu au challenge que j'évoquais tout à l'heure, aux contraintes que j'évoquais tout à l'heure. Et la deuxième raison, c'est qu'on commence à avoir des chiffres qui illustrent, qui démontrent à quel point les étudiants sont en attente de ce genre d'espace-là. Et parmi ces chiffres-là, je voudrais vous en montrer 3. Alors, ces 3 chiffres qui viennent d'une étude qui a été menée en Australie il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Elle a été menée en 2016 et les résultats sont sortis en 2017. Et en gros, l'idée, c'était de dire, on va prendre une cohorte de 2000 étudiants, on va les suivre pendant 1 an et on va voir quel type d'espace ils utilisent. OK ? Alors, les résultats, vous les avez là. Ils ont passé de façon cumulée, ces 2000 étudiants, 168 000 heures dans les espaces formels. Ils ont passé 140 000 heures dans les espaces virtuels. Vous vous rappelez, il y a 10 ans, quand on avait des gens qui nous disaient que les universités physiques, c'était fini, tout allait être numérique. Hein. Voilà, 140 000 heures dans les espaces virtuels, 420 000 heures dans les espaces informels. Ça, c'est ce que ces 2000 étudiants à Sydney ont fait en 2016. C'est intéressant, hein ? Et forcément, quand vous montrez ce genre de chiffres à des gens qui vont devoir prendre des décisions, qui vont devoir faire des arbitrages budgétaires, là, ça a du sens, hein. Ça a quand même du sens. Hein. Et dans le cas de Sydney, d'ailleurs, ça s'était concrétisé par la mise en place de Learning Commons. Alors, quand on va parler d'espaces informels, bien souvent, on va avoir une interconnexion avec les bibliothèques. On va avoir une interconnexion avec les bibliothèques. Parfois, c'est juste pas facile, parce qu'il y a plein de choses à changer. Parfois, c'est carrément impossible. Moi, ça, c'est une de mes bibliothèques favorites à Paris, hein, la bibliothèque de la Sorbonne. Tu la connais, hein, je pense. Hein. Celle-ci, je l'adore aussi, hein, Sainte-Geneviève à Paris. Génial. Mais bon, par contre, vous imaginez bien que là, le potentiel de rénovation, c'est pas vieux, c'est classique dans le design. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et évidemment, c'est des édifices qui sont absolument sublimes. Hein. Mais voilà, c'est pas là qu'on va foncièrement changer des choses. Et c'est très bien d'ailleurs de les garder comme ça. Hein. Je veux dire, c'est un héritage qui est considérable pour nous et c'est très bien de les garder comme ça. Donc du coup, on est obligé quand on le peut, de procéder à une nouvelle construction. Alors à Paris, c'est quasiment impossible puisqu'on n'a pas de place, par exemple. Là, en ce moment, je suis à Tokyo, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de place du tout. Parfois, quand vous allez en province, c'est un petit peu plus simple. Ça, c'est un des derniers projets sur lequel j'ai travaillé dans l'Est de la France. Alors ça, c'est pas une soucoupe volante. Hein. C'est vraiment une bibliothèque. Et ça, c'est une vue informatique. En fait, elle a dû ouvrir il y a 3-4 semaines. Là. Maintenant, je n'ai pas encore pu la voir puisque je n'étais pas en France. Mais voilà un petit peu ce qu'on avait imaginé pour l'intérieur. Donc là, on est dans quelque chose qui est radicalement différent en termes d'aménagement, en termes de philosophie de conception. Et ça, d'ailleurs, ça s'appelle un learning center, hein, cet édifice-là. Alors, au-delà de ça, ces espaces informels dont on parle là, quelle forme ils peuvent prendre ? Alors, ils peuvent prendre une forme telle que celle-ci, ça c'est à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où en fait vous avez ces espaces qui se trouvent au croisement de ce que sont les 3 principaux bâtiments de cette université qui est Auckland University of Technology. Vous avez le premier bâtiment ici, deuxième bâtiment qui est là, le troisième c'est un grand amphi qui est derrière. Et en fait, il avait été décidé de couvrir, je dirais, cette intersection entre les 3 bâtiments et d'en faire des espaces informels de ce type-là. Là, on n'est pas dans une bibliothèque, hein, on est à l'extérieur de la bibliothèque, mais vous voyez que vous avez des espaces collaboratifs, des espaces de repos, des petits box là-bas avec des écrans partageables. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande. Là, on est à Tokyo. On va revenir sur cet exemple-là d'ailleurs tout à l'heure un petit peu plus en détail. Hein. Newcastle, à côté de Sydney, encore une fois en Australie, donc quelque chose d'assez informel. Hiroshima, au Japon. Brisbane, ça c'est la même université que l'amphi un petit peu funky là, qu'on a vu tout à l'heure. Singapour, alors ça c'est intéressant. Ça c'est une bibliothèque par contre. Ça c'est une bibliothèque. C'est assez intéressant parce que vous remarquerez que les rayonnages de livres ne sont pas très visibles. Hein.
effectivement, ils sont là-haut. Ils ont été remisés là-haut. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, ils étaient dans la fosse que vous voyez là. Et l'idée, ça a vraiment été de dire que l'entrée de la bibliothèque, qui est le lieu que vous avez présentement sous les yeux, devienne à la fois un endroit où les étudiants peuvent s'arrêter. Donc, vous avez cet amphi, ces marches, il y a des prises électriques un petit peu partout. Et ce mini-amphi peut avoir une coloration justement événementielle avec des conférences un petit peu spéciales qui vont utiliser le mur d'image qui est derrière là. Et derrière, vous avez plein d'espaces collaboratifs, fermés, semi-fermés. Là, c'est vraiment un exemple de refonte d'une bibliothèque. En Amérique du Nord, aux États-Unis en tout cas, aujourd'hui, celle qui sort un petit peu de façon systématique en termes de référence, c'est la Hunt Library, North Carolina State University. Bon, c'est vraiment celle qui sort un petit peu partout. Vous remarquerez encore une fois que les rayonnages de livres ne sont pas très visibles, puisque là-bas, ils ont tout remisé dans un stockage de haute densité avec le robot. Un ACRS. Voilà. Donc, c'est un robot, en fait, qui va chercher les livres. Il y a plus... Ils vont garder quand même toute cette partie-là, de ce côté-là, la moitié, c'est quand même la collection active, donc des collections imprimées, mais qui sont sur un côté complètement zoné sur l'ensemble des étages. Donc, c'est à peu près un tiers de la bibliothèque qui est en collection empreinte papier. Le reste, c'est vraiment mais avec un storage d'un CRS de 2 millions de documents qu'on voit devant nous quand on rentre, on le voit. C'est la première chose qu'on voit, d'ailleurs. Puis on voit les documents arriver. Donc, c'est une livraison de documents à partir de la commande à la livraison dans la même usagée de 2 minutes. C'est assez impressionnant à voir. En tout cas, celle-ci, elle sort vraiment de façon un peu systématique, quand on parle de collègues américains en termes de référence. En termes d'espace informel, on peut avoir ça aussi. Ça, c'est à Singapour. C'est un empilement d'espaces de différents types. Alors, il y a une bibliothèque, il y a des espaces type Learning Commons, il y a des salles de cours. C'est un espace qui est ouvert. Quand il pleut, en fait, il pleut à l'intérieur. Là. C'est très typique, mais très intéressant en termes de conception. Alors, au-delà de ça, et pour rentrer un petit peu dans les détails maintenant, on peut se poser les mêmes questions en termes de conception de ces espaces informels que celles qu'on s'est posées tout à l'heure sur les Active Learning Classroom et les amphis collaboratifs. Et en particulier, il y a la question de la technologie. Qu'est-ce qu'on va mettre en termes de composantes technologiques dans ces lieux un petit peu refondus que sont les Learning Commons ou les bibliothèques qui deviennent des Learning Centers. Ça, c'est un Learning Commons qui est installé au Japon, tout au sud du Japon, dans une université qui a rénové sa bibliothèque en 2016, si je ne m'abuse, et qui a une spécificité très claire, enfin, très remarquable en tout cas. Vous allez voir qu'elle va devenir très claire sous vos yeux actuellement. Ils ont appliqué une philosophie de low-tech on purpose, de low-tech volontaire. Et vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas trop de dispositifs numériques, il n'y a pas trop d'écran, il n'y a rien. Et c'est vraiment volontaire et assumé de leur part. Ils ont plus voulu investir sur du mobilier qui font que les étudiants se font face entre eux. Vous voyez, vous avez les tables en forme de trèfle, là, comme ça, par exemple. Et c'est un constat, en fait, que cette université a fait, qui consistait à dire, finalement, on se rend compte que bien souvent, les étudiants japonais, leur meilleur ami, c'est le téléphone portable. Ils sont souvent comme ça, quoi. Et l'objet de la refonte de cette bibliothèque, c'était vraiment de catalyser la collaboration humaine, de faire du travail en mode projet, d'accompagner les étudiants vers ces pratiques un petit peu innovantes. Donc, ils se sont dit, finalement, il faut qu'on casse un petit peu cette dynamique d'enfermement devant l'écran du smartphone. Et le résultat, ça a été ça. Je trouve que c'est assez remarquable de le souligner quand on parle du Japon. Quand même, low-tech volontaire au Japon, il y a une espèce d'antinomie dans la phrase, et pourtant c'est réel. Alors, voilà un autre exemple qui d'ailleurs lui aussi est japonais. Ça, c'est un de mes Learning Commons favoris. Il est à Osaka. Vous voyez qu'il n'est pas très grand, d'ailleurs, il fait 120 mètres carrés à peu près. Mais il y a un zoning qui est très très intéressant sur lequel on va revenir en détail tout à l'heure. Mais en tout cas, type d'espace qui est très représentatif de cette tendance des Learning Commons. Alors, cette introduction étant faite, parlons maintenant plus en détail de ce qu'on y trouve dans ces Learning Commons et dans ces bibliothèques qui deviennent des Learning Centers. Alors, première chose que je veux vous dire, c'est quelque chose qui est apparu, pas forcément au début, qui est apparu de façon assez progressive dans les Learning Commons et les Learning Centers. C'est une catégorie spécifique de sous-espaces qu'on appelle les espaces transitionnels, les espaces de transition. Ça peut ressembler à ça. Ça, c'est l'entrée d'une bibliothèque qui est devenue un Learning Center à University of Washington, Seattle. En fait, quand vous rentrez, vous avez ça. La première chose que vous avez, c'est ça, ces espèces de grandes banquettes avec des sièges très confortables. Et c'est vraiment l'idée de faire un sas entre l'extérieur de la bibliothèque, qui est donc un Learning Center, et la bibliothèque elle-même.
Donc les étudiants, la plupart du temps, ils vont s'arrêter. C'est vraiment un endroit où ils ne restent pas pendant des heures. Hein. Ça fonctionne vraiment bien, la philosophie est assez appliquée. Ils vont rester quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, aussi parce qu'il y a des prises électriques absolument partout, parce que c'est très confortable, ça permet de recharger le portable avant de retourner en cours ou avant de rentrer dans le Learning Center. Et c'est vraiment un espace de transition où les étudiants peuvent s'arrêter en entrant ou en quittant le Learning Center. Ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment de plus en plus dans la conception de ces lieux-là, de ces espaces informels. Donc celui-ci, il est à Seattle, celui-ci est à Adélaïde, en Australie, c'est l'entrée de la bibliothèque que vous avez là. Sunny Stony Brook à Long Island, aux États-Unis. Kobe, au Japon. Perth, en Australie. Encore une fois, Perth, en Australie, ça c'est l'entrée de la bibliothèque, vous voyez, avec les sofas, des murs inscriptibles, là, comme ça. Et au-delà de mettre des banquettes, des sofas, ce genre de choses, ces espaces de transition, ils peuvent consister en une rénovation d'un équipement qu'on a tous dans toutes nos bibliothèques et finalement qui a eu un usage qui a toujours été le même, c'est les escaliers. Les escaliers, on ne s'y arrête jamais. Et finalement, ce que vous pouvez faire, c'est transformer une partie de votre escalier comme étant un endroit où vous pouvez vous asseoir pendant quelques minutes et recharger votre batterie. Ça, c'est ce qui a été fait à Adélaïde en Australie. Denver, et vous voyez, c'est pas très compliqué. Ils ont juste mis des box en bois avec des prises électriques posées sur les marches. Et voilà, hein. Là, on est de nouveau à la Hunt Library à North Carolina. Donc voilà, ça, c'est un type d'équipement qu'on voit apparaître de plus en plus, qui fait vraiment ce sas entre l'entrée et la sortie des espaces informels. Après, on va avoir les services proprement dits de ces Learning Commons ou de ces Learning Centers. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je vous en donner une liste qui n'est pas exhaustive, mais assez significative. Services d'assistance technologique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de BYOD. Les étudiants viennent avec leur propre matériel. À un moment, ils peuvent avoir besoin d'un coup de main. Le Wi-Fi ne marche pas, je ne peux pas installer ce logiciel ou quoi que ce soit. Ça, c'est dans la bibliothèque qui est devenue un Learning Center. C'est-à-dire que l'étudiant, il n'a pas besoin d'aller au service IT et souvent, il ne sait pas où il est. Non, c'est dans la bibliothèque, c'est très ouvert. C'est des personnels du service IT qui travaillent dedans. Là, c'est du support de niveau 1, du service IT, mais par contre, c'est dispo dans le Learning Center, directement. Service qui est extrêmement apprécié. Hier encore, j'étais à la Webster Library à Concordia. Ils ont ce Technology Sandbox, que je trouve que c'est une idée qui est super, qui permet, je dirais, tout à chacun, étudiant et non étudiant d'ailleurs, de rentrer, d'essayer un casque de réalité virtuelle, d'imprimer en 3D ou quoi que ce soit. C'est dans la bibliothèque. C'est dans la bibliothèque. Des studios d'impression, vous avez besoin de faire un poster scientifique, pas besoin d'aller au magasin qui est en dehors du campus ou quoi que ce soit. Ça, c'est à Niigata au Japon, c'est directement dans la bibliothèque. Des studios d'enregistrement vidéo, ça parfois c'est un héritage du phénomène des MOOC, où on avait toutes et tous un petit peu investi sur ce genre d'équipement. C'est intéressant de voir que dans certains cas, ils sont dans la bibliothèque. Et donc, ça peut permettre aux étudiants de procéder eux-mêmes à des enregistrements de ce type-là. Des murs vidéo, ça c'est à University of Calgary, Canada. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul endroit de l'université où vous avez cet équipement-là. C'est dans la bibliothèque qui est devenue un Learning Center. C'est un équipement qui a une coloration pédagogique très claire. Par exemple, un collègue là me disait que les profs de sciences éco adorent l'utiliser pour travailler sur des tableurs de très grande taille qui sont extrêmement peu visibles sur l'écran d'un laptop. Là, ils deviennent visibles sur un écran de ce type-là. Ou alors, géographie, vous voulez travailler sur des vues satellites en super haute définition, vous allez zoomer dessus et tout. Là, c'est vraiment un vrai outil pédagogique. C'est pas du tout un jouet technologique, c'est une vraie coloration pédagogique. Évidemment, les espaces collaboratifs dans ces Learning Commons et ces Learning Centers, ça, c'est certainement la base de la base. C'est ce que les étudiants attendent, j'ai envie de dire en premier, en tout cas quand on leur pose la question ce que vous voulez dedans, ça va sortir assez haut dans la liste. Ça, c'est à Melbourne. À peu près tout ce que vous voyez sur cette photo qui est blanc est inscriptible en fait. À peu près tout. Alors, d'habitude, la question qu'on me pose à ce moment-là, c'est « ouais, c'est super clean ». Ben oui, c'était pas encore ouvert, ça allait ouvrir 15 jours après. Je vous l'avoue bien volontiers. Ça a ouvert 15 jours après. J'y suis pas retourné depuis. Donc voilà. Mais en tout cas, à peu près tout ce qui est blanc est inscriptible. Là, on est à Tokyo. Vous voyez, des box vitrées comme ça dans une bibliothèque que les étudiants peuvent réserver. Des petites box en bois là, à Hiroshima comme ça. C'est assez sympa. Avec les surfaces inscriptibles analogiques là, qui peuvent emprunter. Bon, ce genre de choses. Là, il y a un mur. La cloison est complètement inscriptible entre les deux petits espaces collaboratifs. Et parallèlement, ces espaces collaboratifs, une autre tendance qu'on voit beaucoup dans les équipements et les services qu'on a dans ces Learning Centers, là, c'est au-delà des Learning Commons, c'est dans les Learning Centers, c'est les espaces de présentation. On évoquait tout à l'heure dans le cas de
Singapour, hein, il y avait cette bibliothèque qui avait remisé tous les rayonnages de bouquins au 3e étage ou au 4e étage et qui avait organisé cette fosse en espèce de mini-amphi. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. Ça, c'est dans une bibliothèque à l'ouest du Japon. Hein. Donc, c'est le rez-de-chaussée de la bibliothèque, vous avez ça. C'est très visible de l'extérieur, d'ailleurs, aussi. Ça, c'est ça. Chiba, c'est aussi au Japon. Hein. Tout de suite à l'entrée de la bibliothèque. Et c'est intéressant, vraiment, quand vous interviewez les directeurs de ces bibliothèques-là et même les gouvernances des universités, ils disent « ça nous intéresse parce que ça nous permet d'avoir une dynamique événementielle un petit peu différente de ce qu'on ferait dans les amphis classiques, de dire on a un intervenant spécial, on va le programmer à la bibliothèque. » Pour plein de raisons. Pour des raisons de praticité, parfois pour des raisons de neutralité. De dire on a un invité spécial, la bibliothèque c'est un lieu neutre, on n'a pas besoin de dire ça va être dans la faculté de mathématiques ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un lieu neutre, c'est la bibliothèque, ça va être ouvert à tout le monde. Et vraiment, ça peut encore une fois créer ce genre de dynamique événementielle hebdomadaire qui participe à la vie de ces lieux-là. C'est quelque chose d'ailleurs que là aussi, la Hunt Library North Carolina a fait. Alors, eux, ils ont mixé cet mini-espace de présentation avec un mini-mur vidéo tel que vous voyez là. Mais c'est des choses qu'on voit apparaître de plus en plus et qui vraiment s'accompagnent d'une programmation événementielle. Ça se fait. Moi, quand je vais dans ces bibliothèques-là, il y a très souvent des conférences ou des petits événements qui s'y passent. Ensuite, en termes d'équipement, et là, je sais que Luna va sourire parce qu'elle se souvient de cette photo, il y a des choses qui sont très inattendues qu'on peut trouver dans ces bibliothèques qui deviennent des learning centers. Les cuisines. Alors là, on est en Australie, à Adélaïde. Mais ils en ont fait à Webster. Exact. En fait, on fait là la même. Webster, c'est Concordia. Ouais. Ouais. Ils ont fait l'espace pour les étudiants, les supérieurs qui restent longtemps dans l'espace bibliothèque. Ah, bon, là, je pense que on va se heurter à des considérations culturelles. Hein. C'est sûr, ça peut marcher mieux dans certains pays que dans d'autres, hein, très honnêtement. Et aussi, ça se heurte à des considérations de dynamique quotidienne des étudiants. C'est est-ce qu'ils restent sur le campus, est-ce qu'ils viennent de chez eux, voilà. En tout cas, là, dans cet exemple à Adélaïde, il se trouve que le campus de cette université-là, il est assez excentré par rapport au centre-ville d'Adélaïde. Il y a une bonne heure de train et de marche, en fait, pour y aller. Et encore une fois, culturellement parlant, chez les étudiants de cette université, c'est très ancré de venir avec le petit sac et on finit de cuisiner ici. Ce d'autant, il y a peut-être certains d'entre vous qui l'ont deviné, qu'ils ont la killer feature, les gaufriers. Et rien que pour ça, je peux vous dire que ça voilà. Mais là, on est dans quelque chose d'assez exclusif. Hein, la directrice Concordia viendrait effectivement faire la deuxième dans le cycle de conférence, il y en a 3, donc la deuxième. Non, il n'y a pas ça, c'est plus une cuisine plus ouverte, mais où on peut réchauffer, utiliser les étudiants de cycle supérieur, mais aussi quand il y a parce qu'il y a des soutenances qui se font à Webster, donc pour les soutenances, la salle des amis de la bibliothèque, donc ça fait que des activités, événements pour la famille quand il y a des soutenances. En tout cas, bref, ça sert à c'est un petit peu plus, mettons, plus d'usité. Non, mais là, les gaufriers, je vous l'accorde bien volontiers, c'est un peu anecdotique, mais néanmoins remarquable. Hein, mais en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les gens de la bibliothèque, quand vous discutez là-bas, ils vont vous dire que la fréquentation elle a augmenté aussi dans la bibliothèque par rapport à ça, parce que ces étudiants vont rester plus longtemps parce qu'ils peuvent, entre guillemets, manger sur place, finir de préparer leur repas sur place. Donc c'est plutôt intéressant, quoi. Dernier type d'équipement, dernier type de service qu'on va pouvoir trouver dans ces learning centers, et alors là, il est, à mon sens, beaucoup plus stratégique pour l'inscription dans le temps de ces objets-là, ce sont les Active Learning Classrooms elles-mêmes. De plus en plus, on peut observer que ces mêmes Active Learning Classrooms dont on parlait tout à l'heure, elles ne sont pas forcément dispersées sur le campus, elles sont dans la bibliothèque qui est devenue un Learning Center. Ça, vous en rappelez peut-être, hein, c'est celle dont on a discuté à 2 reprises de University of Washington à Seattle. Ça, c'est à l'ouest du Japon, et on est dans la bibliothèque, là. On est dans la bibliothèque, et là, il y a des cours qui se passent, en fait. Et finalement, ça nous amène à, encore une fois, je disais, à réfléchir un petit peu à moyen terme et même sur le long terme. On avait tout à l'heure cette taxonomie là que je vous ai proposée où on séparait de façon, moi je séparais de façon un petit peu arbitraire les espaces formels des espaces informels en disant voilà, c'est des choses très distinctes sur des objets qui sont distincts. Quelque part, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un phénomène de bundliser tout ça dans des mêmes lieux et d'avoir une continuité entre l'espace formel, l'espace de transition et l'espace informel. Est-ce que ça n'a pas du sens de faire ça ? En tout cas, c'est le pari que certains des exemples que je vous montrais à l'instant ont fait, qui est celui de la bundlisation comme ça, tout centralisé.
Voilà pour la partie services et équipements que vous pouvez trouver dans ces Learning Centers, ces Learning Commons. Maintenant qu'on sait qu'on a plusieurs services, plusieurs équipements, il va falloir qu'on réfléchisse, quand on conçoit ces lieux-là, la façon dont on va les organiser de façon spatiale. Okay, on a une grande surface, ou relativement grande surface, comment on va la diviser, comment on va aménager les choses à l'intérieur. C'est ce qui s'appelle le zoning. Et ce zoning, je voudrais vous l'illustrer avec deux exemples. Le premier, il nous vient encore une fois de Melbourne. On n'était pas encore dans cet établissement-là. Là, si vous jetez un œil, alors vous voyez cette forme en atrium un petit peu, hein, si vous jetez un œil au mobilier, vous allez assez rapidement détecter qu'il y a effectivement des zones différentes. Puisque là, vous allez voir qu'il y a des banquettes basses, des tables basses, c'est assez cosy, c'est des interactions très casual hein, entre les étudiants. Là, on est plutôt sur des tables barres où les étudiants vont s'arrêter pour faire leurs devoirs, typiquement. Et sur la droite, ici, ça apparaît au fond sur cette photo-là, des espaces collaboratifs que les étudiants peuvent réserver. Okay, donc, trois choses, assez casual, plutôt orientées ici pour faire les devoirs, et espace collaboratif au fond. Ça, c'est à Melbourne. Maintenant, on va prendre un vol, on fait 8000 km au nord pour atterrir à Osaka, et on va se retrouver dans ce fameux Learning Commons dont je vous disais que moi je l'aime bien, qui n'est pas très grand, mais que je trouve qu'il est assez bien conçu. Et si on regarde un peu plus près, par rapport à ce zoning, on va être assez surpris de voir qu'on retrouve exactement le même schéma que ce que nos amis australiens ont fait. Et pourtant, ces gens-là n'ont jamais discuté entre eux. Hein. Vous avez une zone un peu casual ici, pareil, avec des sofas. Vous avez ces tables-là qui peuvent servir pour faire les devoirs. Et au fond, vous avez des espaces collaboratifs. C'est exactement le même schéma. Sur des géographies qui sont différentes, sur des tailles d'espace qui sont très différentes. Celui-là, il est beaucoup plus petit que l'espace à Melbourne. Hein. Mais le schéma est à peu près le même. Alors, ceci étant dit, moi, dans le cadre de ma recherche, il y a une technique que j'aime bien utiliser quand j'observe ces objets-là, ces Learning Commons et ces Learning Centers, qui est la technique des vidéos time-lapse. Vous voyez à quoi ça correspond? Vidéo time-lapse, vous prenez une photo toutes les 2, 4, 5 secondes, vous les mettez entre elles, ça vous crée une vidéo très très rapide. C'est intéressant parce que sur un laps de temps très court, qui est celui de la vidéo très rapide, ça peut vous montrer toutes les dynamiques qui se sont déroulées dans le lieu sur des durées plus longues, une journée ou une demi-journée. Typiquement, ce que je voudrais vous montrer là, c'est un timelapse que j'ai pris dans ce Learning Commons sur une après-midi entière, et vous allez le voir dans une vidéo de 15 secondes. Okay, alors, je vous le rappelle, hein, casual, espace collaboratif, et ici, des choses plutôt faites pour les devoirs. 15 secondes, une après-midi entière. Toujours pris avec les mêmes personnes. Toujours pris. Personne. On va en parler. On va en parler. Et vous voyez, c'est flagrant. Hein, et cette technique, elle est super intéressante pour ça. Elle est vraiment super intéressante pour ça. Je peux vous dire que quand j'ai montré la vidéo au manager là, de celui-là, ils étaient abasourdis. Hein. Ils étaient abasourdis. Ils sont adorables. Ils sont vraiment adorables. Mais c'est pas possible. On a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche là au milieu. Mais oui, mais quand tu regardes, il y a quelqu'un qui marche au milieu, ça veut pas dire qu'il reste et qu'il... Voilà. C'est une vue de l'esprit de dire il y a quelqu'un, donc on pense que non, en fait, ça, c'est vraiment ce que ce type de technique fait ressortir en termes d'enseignement, c'est la dynamique réelle des lieux. Effectivement, pourquoi maintenant? Alors après, je suis allé voir les étudiants, j'ai dit, écoutez, moi, je viens de me rendre... Alors, j'ai passé 2 jours, en fait, là-bas, hein, ça, c'est juste une après-midi. Je suis allé voir les étudiants, je dis, mais bon, eux, c'était pas trop la peine de leur demander pourquoi ils étaient là. A priori, ça paraît assez évident, mais je dis, pourquoi vous n'allez pas là? Et la réponse était super intéressante. Il s'avère en fait que ce Learning Commons, il n'est pas installé dans une bibliothèque, il est à côté de la bibliothèque. Et en fait, ce que les étudiants m'ont dit, c'est exactement ce que vous m'avez dit. Ils m'ont dit, en fait, quand on veut faire nos devoirs, on veut un lieu silencieux, donc on va aller à la bibliothèque. Même si c'est moins cosy, c'est moins moderne en termes d'équipement mobilier que ce que vous avez là, mais par contre, on veut du calme, donc on va aller là-bas. Deuxième chose qu'ils m'ont dite, et ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment, moi j'essaie vraiment d'étudier là dans le cadre de ma recherche, ils m'ont dit, puis aussi, il faut que vous compreniez que on a une espèce d'idée préconçue qui fait que le Learning Commons qui est là, on va y aller quand on ne veut pas travailler super sérieusement. Quand on veut travailler sérieusement, on va aller à la bibliothèque. C'est intéressant, hein, une espèce de territorialisation des usages dans la géographie qui leur est offerte. Bon, en tout cas, voilà, c'est 2 exemples de zoning que vous avez. Et vous voyez qu'en appliquant sur ce zoning cette technique de la vidéo time-lapse, ça donne des enseignements assez intéressants pour évaluer ce qui marche et ce qui marche un petit peu moins bien. Depuis, ça a d'ailleurs un peu évolué, hein, l'équipement de ce lieu, la partie qui est à droite, là, ça a un peu évolué depuis. Zoning. Troisième et dernière tendance que je voudrais voir avec vous concernant ces espaces informels, c'est ce phénomène de centralisation, de concentration des espaces. Et là, on va parler de la géographie des learning spaces sur les campus. C'est quelque chose que j'évoquais tout à l'heure quand je vous parlais de mon framework de recherche. Hein. Alors,
Grosso modo, ce qu'on peut observer en termes de configuration géographique des learning spaces sur les campus, ça se résume à 2 situations principales. La première, qui est l'exemple qui est à gauche ici, c'est un modèle qu'on va pouvoir considérer comme étant décentralisé, qui consiste à dire que vous avez des learning spaces éclatés sur tout le campus. Je vous donne des exemples. La Graduate School of Science, ils avaient un budget il y a 2 ans pour créer une Active Learning Classroom. Faculté de géographie, ils ont fait la même chose 3 ans après. La bibliothèque ici, ils ont mis un petit Learning Commons. Donc, c'est des initiatives vraiment très locales, la plupart du temps pas coordonnées. Et vous avez cette configuration qui représente quelque part l'héritage de ces stratégies locales multiples et pas forcément coordonnées. De plus en plus, on bascule de ce modèle-là plutôt vers celui qui est sur la droite, qui est le modèle centralisé. Où là, il va y avoir une décision stratégique de l'établissement qui va consister à dire on va mettre autant de learning spaces que possible, qu'ils soient formels ou informels, dans un même bâtiment, un même emplacement qui du coup va devenir un petit peu iconique pour notre campus. C'est vraiment ce qu'on observe de plus en plus. Et encore une fois, là, par contre, ça reflète une stratégie de l'établissement très réelle. Alors, pour vous illustrer ça, on va retourner en Australie. On va aller à University of Adelaide. Donc, c'est pas celle qui a la cuisine qui est à l'extérieur de la ville. Là, on est en plein milieu du centre-ville, en fait, à Adélaïde. Et en 2015, la vice-présidente de cette université, qui est une dame française très intéressante, avait l'idée de créer justement un bâtiment qui rassemblerait un petit peu ces différents types d'espaces. Et la question était, où est-ce qu'on va le mettre ? Ils ont conduit plusieurs études par rapport à ça. L'une d'entre elles a démontré que là, pile au milieu du campus, à un endroit qui jusqu'alors n'était qu'une plaza, il n'y avait rien ici, les études ont montré en fait que sur cette plaza, et compte tenu du fait qu'on était au milieu du campus, il y avait plus de la moitié des étudiants qui marchaient, qui la traversaient au moins une fois par jour. Ils s'y arrêtaient pas, c'était une plaza, mais par contre, plus de la moitié, une fois par jour. Au-delà de ça, autour de cette plaza, il y avait déjà des bâtiments qui étaient très intéressants. Il y avait la bibliothèque qui était là, il y avait un service académique qui était là, et il y avait service aux étudiants qui étaient là, avec un bookstore, plein de choses de ce genre-là. Donc finalement, la décision elle a été assez évidente pour eux de dire on va transformer cette plaza et on va mettre notre nouveau bâtiment dessus. Un bâtiment qui va concentrer tous nos espaces, enfin autant que possible nos espaces innovants, nos learning spaces. Alors dans la pratique, ça va donner quoi ? Ça va donner qu'au premier étage, vous avez tout ça. Donc là, ça reprend certains des services qu'on a vus tout à l'heure, et même plus. Je vous disais qu'il y avait un des bâtiments autour qui était un bâtiment de services aux étudiants. Donc vous avez les aspects banque, transport, hébergement, tout est dispo. Si vous allez au sous-sol, on va avoir une coloration un petit peu plus pédagogique avec des espaces de transition dont je vous parlais tout à l'heure, des learning assistants. Il y a le pont vers la bibliothèque là, qui se fait aussi par le sous-sol ici, comptoir d'assistance technologique, des salles de cours, des espaces collaboratifs, et espaces collaboratifs qu'on va d'ailleurs également retrouver au 2e étage qui est un petit peu plus petit. Okay ? Alors, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Ça s'appelle le Hub Central. Je trouve que le nom est super bien choisi d'ailleurs. Hub, on va connecter tout en même temps. Et si vous êtes au rez-de-chaussée, ça va ressembler à ça. Donc là, on est plus au niveau service aux étudiants. Vous avez le food court qui est à droite, vous avez le bookstore qui est à gauche, des choses derrière. Et si vous descendez là l'escalier, vous allez avoir ce genre de choses. Donc le comptoir d'assistance technologique, le support aux étudiants, vous voyez, dans un cadre très cosy, sur les petites banquettes, et des espaces de transition. Là, vous voyez, les étudiants s'arrêtent ici, et derrière, des espaces réservables, des espaces de travail collaboratif réservables, et vous avez des salles de cours encore au fond. Voilà. Donc, vraiment, c'était une décision de l'établissement de concentrer tout ça dans un seul et même lieu, qui à l'époque n'était un lieu où les étudiants ne faisaient que marcher sans s'arrêter, qui maintenant est devenu un lieu qui est, et de très loin, le plus populaire, le plus fréquenté de tout le campus. Et de très loin, par rapport aux études qu'ils ont pu en faire. Donc, voilà les 2 configurations qu'on peut trouver. Et pour la première fois, en fait, la semaine dernière, quand j'ai donné une version un peu raccourcie de ce speech à Educause, j'évoquais le fait que là, moi, j'observe quand même une 3e configuration qui apparaît maintenant, qui est un petit peu un mix entre les 2, qui consiste à dire que l'université va décider d'avoir un ou plusieurs bâtiments iconiques dans lesquels on va concentrer des learning spaces, mais on va garder certaines implantations spécifiques dans les différentes composantes. Qu'est-ce que peuvent être ces implantations spécifiques ? Par exemple, les Active Learning Classrooms spécialisés, dont on parlait tout à l'heure, de biologie, de chimie ou quoi que ce soit. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt à les mettre dans la bibliothèque, celle-ci. Donc voilà, on commence un petit peu à le deviner, ce modèle-là. Actuellement, on est vraiment là-dessus. Ça peut commencer à glisser un petit peu par là.
C'est en tout cas, moi, le sentiment que j'ai. Alors, ensuite, quand on va parler d'espaces informels et de géographie sur les campus, il y a quand même une question qu'on va devoir se poser, qu'on ne s'est pas encore posée. On l'a entrevue tout à l'heure avec l'exemple d'Osaka là, et la vidéo timelapse. C'est dans le cadre d'un projet de Learning Commons, pas de Learning Center, mais juste de Learning Commons, est-ce qu'on va le mettre dans la bibliothèque ou pas? C'est une vraie question. Est-ce qu'on va le mettre dans la bibliothèque ou pas? Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de ma recherche, je vois à peu près 80% des Learning Commons qui sont effectivement implantés dans les bibliothèques. Donc c'est une proportion qui est très importante. Mais je voudrais quand même m'arrêter sur ce qui se passe dans les 20% restants, là. Ceux où on a les Learning Commons qui sont plutôt séparés de la bibliothèque. Alors quelquefois, c'est juste à côté, mais physiquement, c'est séparé. Alors là, ce qu'on va observer, et c'est de façon extrêmement uniforme, vraiment de façon extrêmement uniforme, ce qu'on va observer, c'est que le Learning Commons, il va connaître une fréquentation croissante très rapidement. Il va attirer les étudiants très, très rapidement. Et malheureusement, c'est une fréquentation qui va chaque fois être perdue par la bibliothèque. À chaque fois. Ça crée une compétition entre les deux et il y a une espèce de phagocytage réciproque, mais qui se fait la plupart du temps, enfin, même systématiquement, à l'avantage des Learning Commons. Par contre, si on retourne dans les 80% où là, on a le Learning Commons qui est installé dans la bibliothèque, ou carrément la bibliothèque qui devient un Learning Center, qui va englober ces aspects Learning Commons et y ajouter d'autres services encore en plus, ce qu'on va observer, c'est très clairement un effet levier qui va consister à dire que la fréquentation des étudiants elle va être bien supérieure à ce que pouvait être la somme d'un Learning Commons d'une part et de la bibliothèque d'autre part. L'effet levier, il illustre une synergie qui, à mon sens, est on ne peut plus réelle entre les bibliothèques et ces nouveaux types d'espaces. Je ne suis pas bibliothécaire, je suis très neutre. Mais voilà, pour moi, c'est complètement évident. Pour différentes raisons qu'on pourra discuter dans les questions-réponses après, mais pour moi, c'est complètement évident. Donc ça, c'est une question de... Ce qu'on vient de voir, c'est une question de concurrence quelque part interne sur le campus, mais parfois, il peut y avoir pour ces espaces informels, Learning Center et Learning Commons, il peut y avoir de la concurrence externe avec des acteurs en dehors du campus. Pour adresser cette question-là, il faut quand même qu'on voit, dans une logique comparative, ce qu'est le style de vie typique des étudiants selon le pays dans lequel ils vivent. Alors, par exemple, entre vous et nous en France, par exemple, déjà, c'est relativement différent. Mais là, je voudrais prendre 3 zones en particulier. Alors, je généralise, évidemment, mais la plupart du temps, aux États-Unis, le campus, c'est une ville dans la ville, qui est l'espace d'apprentissage formel, informel, et l'étudiant vit sur le campus, la plupart du temps. En Europe, ce qu'on va observer, c'est que le campus, c'est l'espace d'apprentissage formel, salle de cours, amphi, et l'étudiant va quitter le campus pour rentrer dans son domicile personnel pour y opérer des activités informelles. OK ? Il y a plusieurs années, bien des années maintenant, quand je suis allé au Japon au début, je pensais que c'était la même chose chez eux. Et en fait, au Japon, là encore une fois, ils ont une spécificité bien à eux. Il y a une étape supplémentaire qui est le coffee shop. C'est très réel, c'est très réel, le coffee shop. Alors, je vous disais que quand on observe tout ça, il faut vraiment avoir en tête, je dirais, l'angle culturel, socio-culturel, qui est spécifique à chacun de ces territoires. Et justement, par rapport au Japon, ce que je veux vous dire, il y a peut-être certains d'entre vous qui y sont allés. Qui est allé au Japon? OK. Est-ce que vous avez été invité chez quelqu'un, au domicile de quelqu'un? Ouais? Vous avez de la chance, parce que c'est rare. Je ne sais pas comment vous l'avez senti, mais il faut vraiment être très proche des gens pour être invité à dîner chez quelqu'un, parce qu'en fait, dans la culture japonaise, l'habitat, c'est principalement un endroit où vous dormez. Point. C'est valable pour les activités familiales, c'est valable aussi pour les activités des étudiants, et en l'occurrence pour les activités informelles, celles que les étudiants vont avoir quand ils sortent des cours, des salles de cours ou des amphis. Et du coup, moi, c'est vrai que quand je les interviewe, les étudiants japonais, ils me disent... Vous vous rappelez tout à l'heure mon histoire de territorialisation des esprits. Ils me disent « Ah, mais nous, quand on veut avoir des activités informelles, ça nous gêne un peu de rester sur le campus, parce que pour nous, quand on est sur le campus, ça veut dire qu'il faut qu'on bosse. » Voilà. Donc, on va quitter le campus, mais par contre, on ne va pas rentrer à la maison tout de suite, parce qu'en fait, à la maison, il n'y a rien à faire, on va juste dormir. Donc, il leur faut ce qu'on appelle ces fameux tiers-lieux, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Ces fameux tiers-lieux qui vont constituer une étape entre le campus et le domicile familial ou le domicile personnel, au sein desquels vont pouvoir s'opérer ces activités informelles, qui pourraient être pourtant menées au sein d'un Learning Commons ou d'un Learning Center, et ce qui nous amène à une situation concurrentielle qui est extrêmement réelle au Japon.
extrêmement réel. C'est-à-dire aujourd'hui, les décideurs japonais, quand ils sont dans une logique de dépenser beaucoup d'argent pour créer des learning commons, learning centers sur les campus, il y a vraiment cette prise en compte de dire est-ce que les étudiants vont effectivement rester ou est-ce qu'ils vont continuer à aller autour du campus dans le coffee shop. Voilà. C'est un vrai enjeu pour eux. Hein. Alors, c'est un vrai enjeu pour eux aussi parce que les étudiants japonais en particulier, mais je pense que on pourrait généraliser ça à d'autres, moi, quand je les interviewe, je leur dis, voilà, l'université pourrait réfléchir à vous créer un learning commons ou à transformer la bibliothèque en un learning center. Qu'est-ce que vous attendez dedans? Qu'est-ce que vous voulez? Et je peux vous dire que les réponses, elles sont basiques, hein, basiques de chez basique. Réponse numéro 1, on veut du Wi-Fi et de l'électricité. Le plus important que l'air aujourd'hui. On veut du Wi-Fi et de l'électricité. On veut pouvoir manger et boire. Vous vous rappelez les cuisines, hein? On veut pouvoir manger et boire et on veut un espace cosy. Bah ok, coffee shop quoi. Okay, c'est clair, hein? Voilà, c'est qu'il demande ça, bah, là, vous comprenez pourquoi le coffee shop est une concurrence très réelle pour les learning centers, les learning commons là-bas. Alors, quelle est la réponse que certaines universités ont pu donner? Parce qu'il y a un développement qui est très intense des learning commons, un peu moins des learning centers, mais des learning commons au Japon. On pourra en discuter du pourquoi après dans les questions-réponses. Mais il y a un développement qui est très fort et finalement qui doit prendre en compte cet aspect concurrentiel et qui quelquefois, je dirais, peut se traduire par des concepts de ce type-là. Là, on est juste en banlieue nord de Tokyo. Ce bâtiment qui a ouvert en 2017. Là, la commande du président, elle était très simple, c'est « Créez-moi un learning center qui ressemble à un coffee shop ». C'est aussi simple que ça. Hein. Ouais, vous regardez à quoi ça ressemble, hein. C'est clair. Hein. En termes architecturaux, c'est on ne peut plus clair. Hein. Et c'est assumé, hein, je peux vous dire, c'est complètement assumé. Hein. Parce que là, il y avait vraiment, quand je vous parlais de concurrence avec les coffee shops, là, dans cette université-là, mais à peine les cours étaient finis, tous les étudiants, ils allaient autour, voilà, ils ne les voyaient plus hein, sur le campus. Hein. Et ça a marché. Ça a marché. Là, les derniers chiffres qu'ils ont démontrent effectivement qu'il y a une part très significative des étudiants qui maintenant ne quittent plus le campus, qui restent là pour avoir leurs activités pédagogiques informelles. Ça a marché. Parce que ça répondait encore une fois au triptyque hein, que je vous montrais tout à l'heure en termes de besoins en particulier. Et quelque part parce que je pense que le design de l'espace-là a aussi contribué. Il est tellement en rupture, le design de ce Learning Center-là, qu'il a aussi contribué à casser cette barrière de ce que j'appelle la territorialisation de l'esprit. Ouais, mais quand on veut avoir des activités informelles, ça nous gêne de rester sur le campus. Mais là, c'est tellement différent d'un bâtiment universitaire classique que quelque part, ils sont peut-être allés au-delà de cette barrière un petit peu mentale hein, ou conceptuelle. Hein. Voilà, vous voyez, vraiment style de coffee shop. Voilà un petit peu pour ces questions de géographie sur les campus et de concentration, de centralisation des learning spaces. Alors, juste avant qu'on passe à la dernière partie qui sera sur les outils avant les questions-réponses, il y a quand même autre chose que je voudrais vous dire qui est assez intéressant, c'est que là, on parle maintenant depuis 1h30 de learning spaces en disant que tout le monde s'y intéresse, a priori, que c'est un enjeu potentiellement majeur pour le futur de nos universités, mais quand même, pour revenir sur le sujet des bibliothèques, il y en a certaines qui refusent le qualificatif de Learning Center. Même si elles ont évolué en leur sein, elles refusent leur qualificatif de Learning Center. Alors moi, il y en a une, peut-être que comme moi, il y en a parmi vous qui aiment l'architecture, regardez ça. Là, on est à Tokyo, on est en banlieue ouest de Tokyo, regardez les bulles de verre là, montées sur des mâts. Je vous rappelle qu'on est dans une zone sismique. Hein. Avec des ponts qui les relient comme ça. Architecture absolument sublime. Absolument sublime. La voilà de façon statique, hein, cette bibliothèque. Extraordinaire. Extraordinaire. En termes architectural, vraiment. Elle a été conçue en 2006 à l'occasion du centenaire de cette université-là. Et en fait, c'est une université privée au sein de laquelle avait été diplômé un architecte japonais très, très, très connu, Shigeru Ban, pour certains qui ont peut-être entendu ce nom-là. Et en gros, il a eu carte blanche. Hein. Le président lui a dit « Ok, voilà, carte blanche ». Et voilà, résultat. Ils ont démonté tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Avant, il y avait des planchers partout et ils ont fait ça avec ces planètes. Pour autant, quand vous discutez avec les personnels, ils disent bon, alors, il est bien votre learning center. Enfin, non, c'est pas un learning center. On veut garder le qualificatif de bibliothèque. On a changé l'architecture, mais on n'a pas tant changé les services. Et vraiment, ils y tiennent. Vraiment, ils y tiennent. Alors, là aussi, on pourrait passer pas mal de temps à discuter de pourquoi il y a ces réticences-là. Parce qu'il y a des vraies réticences, mais de dire non, on a changé l'enveloppe, mais par contre, notre nature même de bibliothèque, sensu stricto, on veut la garder. Autre exemple qui d'ailleurs est aussi au Japon, ce concept-là, ils appellent ça le Book Coliseum. Vous voyez, superbe, hein, absolument superbe. Ça, c'est à Akita, dans le nord du Japon. Ça a été construit avec du bois typique
de là-bas. Pareil, hein, le directeur de cette bibliothèque-là, qui est un bon ami à moi, ça a été un des tout premiers à parler de Learning Commons au Japon dans les années 2000. Il est directeur de cette bibliothèque-là, il me dit non, mais tu sais, je peux pas te dire que ce que j'ai là, c'est un Learning Center, et je peux pas te dire que dedans j'ai mis un Learning Commons, c'est pas vrai. On a vraiment voulu garder cette identité de bibliothèque, alors dans une architecture qui, comme tout à l'heure, est très en rupture, très novatrice, mais qui par contre, en termes d'offres de services, ne correspond pas forcément, et de façon volontaire ou pas, à ce qui pourrait définir un Learning Center, justement. Il faut vraiment toujours dissocier la plastique du service. Ce qui définit un Learning Center, c'est aussi le service qu'on y fait. Donc tout ça, c'est très spectaculaire, mais par contre, ça reste des bibliothèques, et ils sont plutôt contents de rester comme ça. Vous voyez, c'est des objets qui sont sublimes, enfin, moi je trouve. Dernier exemple que je vais vous donner un petit peu sur une recomposition de ces lieux-là. Voilà. Là, ce que vous allez voir, c'est un projet japonais aussi. Ça s'appelle l'Université du futur d'Hakodate. Hakodate, c'est une ville qui est au nord du Japon. Et on l'a vu un petit peu en intro tout à l'heure, c'est un grand open space au fond duquel vous avez la bibliothèque. Et donc la bibliothèque est là. Ça, c'est des espaces collaboratifs vraiment pour des activités formelles. Il y a les TP qui se font là-dedans, mais les espaces peuvent bouger un petit peu dans tous les sens. Il n'y a rien qui est attribué de façon définitive. Ça, c'est les amphis. Je ne vous cache pas qu'en termes de conception acoustique, il y a eu du challenge là, quand même. Mais très clairement, et là, c'est de la moquette absorbante et tout ça, mais c'est assez intéressant parce qu'ils ont vraiment voulu faire un lieu. Alors, c'est une université qui n'est pas très grande, ils ont 4000 étudiants, je crois, 3500, 4000 étudiants, mais ils ont vraiment tenté des choses en termes de refonte pédagogique qui se traduisent dans cette... ça va au-delà de l'espace informel, puisque là, on mixe les espaces formels et informels, mais dans quelque chose de vraiment radicalement nouveau. Alors, voilà pour l'état des lieux. Maintenant, ce que je voudrais faire vraiment en 5 minutes, c'est vous parler, avant qu'on passe aux questions-réponses, je voudrais vous parler des outils qu'on a, si tant est que certains d'entre vous puissent être intéressés par cette question de la conception des learning spaces et surtout de leur évaluation aussi. Alors, Chantal avait la gentillesse tout à l'heure de rappeler que c'est une partie des activités que j'ai, notamment au travers de mes groupes de travail, mes participations dans associations, groupes de travail, c'est de créer ce genre d'outils-là. Alors, il y en a un premier qu'on a déjà abordé, c'est cette fameuse base de données en ligne de Learning Spaces qui s'appelle FlexSpace. Alors, je vous le répète, c'est fait par des universitaires pour les universitaires. Vous pouvez demander un compte dessus, c'est complètement gratuit. J'enverrai, vous faites flexspace.org, vous le trouvez tout de suite, mais j'enverrai les détails à Chantal et à Loubna. Et vous allez trouver, par cet outil qui a été monté donc, par une collaboration interuniversitaire, dont je fais partie, sur cette base de données en ligne, vous allez trouver des descriptifs de ce type-là. Donc là, vous voyez, on a refondu d'ailleurs l'interface il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est très user-friendly, en tout cas, c'est supposé l'être. Et pour chaque espace, vous allez avoir des descriptifs chiffrés, types de pratiques, des photos, quelquefois des vidéos, et même, dans certains cas, des documents administratifs, les budgets, schémas directeurs ou ce genre de choses. Excellente source d'inspiration. Je crois me rappeler que maintenant, on doit être à 600 ou 700 entrées dans la base de données qui viennent un petit peu de partout, majoritairement d'Amérique du Nord quand même, mais on essaye d'équilibrer ça avec... moi en particulier, là, j'essaye d'envoyer des Japonais, des Australiens, des exemples japonais et australiens là-dedans. Mais en tout cas, jetez un œil. Encore une fois, c'est vraiment fait pour vous, c'est gratuit, voilà. On a travaillé beaucoup dessus. Il fallait qu'il y ait une base de données comme ça de Learning Spaces qui soit à la disposition de la communauté. Elle l'est. Donc utilisez-la. Utilisez-la. Donc FlexSpace. Le deuxième outil sur lequel j'avais travaillé en collaboration avec mes petits camarades d'Educause, c'est ce qui s'appelle le Learning Space Rating System. Alors là, on va être sur un outil qui, à la base, tel qu'il a été conçu, est un framework d'évaluation plutôt pour les Active Learning Classroom avant qu'elles soient occupées. En gros, ça veut dire quoi? C'est un outil qui va définir la performance de votre Active Learning Classroom quand elle est encore au stade de projet en la comparant avec des réalisations déjà effectives. Alors, on va se baser sur différents critères. Il y en a 48 qui couvrent toutes les dimensions matérielles, stratégiques, opérationnelles. On va vous poser des questions. Est-ce que ça c'est fait? Ça c'est pas fait? Comment gérer le support? Est-ce qu'il y a une implication des décideurs? À quel niveau? Plein de dimensions. Et c'est alimenté en fait par un livret qui fait environ 80 pages où pour chacun des critères, on va dire voilà ce que sont les bonnes pratiques, éventuellement en étant illustrés par des réalisations qui sont déjà effectives. Comment gérer la transparence dans les espaces? Pourquoi c'est intéressant de mettre des grandes baies vitrées comme ça et comment on peut les utiliser? Ça, c'est un des critères, par exemple. Voilà. Donc tout ça, évidemment, c'est dispo en anglais.
Et moi, j'ai publié la traduction française il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc ça peut être intéressant pour vous. Ce qui est beaucoup moins intéressant pour vous, c'est que je l'ai fait aussi en japonais. On ne sait jamais. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est librement téléchargeable, librement utilisable. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le score prédictif que vous donne ce système d'évaluation-là, vous allez, dans certains cas, le retrouver dans la base de données en ligne dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir des Active Learning Classroom dans la base de données, on va vous dire, elle a eu tel score. Donc, du coup, quand vous allez évaluer votre propre projet, vous allez voir, OK, je suis à peu près, ou même, a priori, au même niveau de performance que le score d'à côté, la réalisation qui existe déjà. Voilà. Donc, 2 outils. Chantal, Loubna, je vous enverrai ça, hein, mais allez-y, utilisez allègrement, hein, c'est vraiment à votre disposition. Voilà, chers amis, en gros, ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, on peut passer aux questions maintenant, si vous voulez. Merci beaucoup.